Moi, j'ai chargé ma voiture avec ma vie dedans, mes chats, et je suis partie. Je veux pas être une Française avec des Français au Maroc. Je veux être une Française avec tout le monde au Maroc. Je suis venue au Maroc pour ma fille, parce que donc ma fille est franco-marocaine. Et arrivée à l'adolescence, elle a eu elle a subi du racisme au collège. On l'a traitée de sale arabe. Bah ouais, tu rentres, t'es une sale arabe, mais c'est quoi être arabe? Quand certes tu as un papa marocain, mais que tu es né en France, que tu as fait toute ta vie en France, que le Maroc tu le connais une fois par mois, une fois par an, un mois pour les vacances, pas parce que tu te maries avec un Marocain que tu deviens marocaine. Je suis très empreinte de culture marocaine, j'aime beaucoup le Maroc, je suis française. C'est quoi les étapes, une par une, pour partir vivre au Maroc? Par quoi on commence? Et en fait, tu dois accepter ça en étant ici, tu dois ne plus t'énerver. Je te disais, moi, au début, je rentrais, à chaque fois que je sortais d'un Tanger, je rentrais, j'étais fatiguée, j'étais énervée, je me disais, mais c'est pas possible. Je me suis dit, tu peux pas vivre comme ça, en Hmm. fait. Ça ne doit pas être une épreuve pour toi. Même si le Maroc a ses, comme je te disais, ses galères et ses côtés des fois négatifs, etc. On les prend parce qu'on appuie tellement sur les côtés positifs et on trouve tellement d'énergie et de bonnes ondes dans les côtés positifs que le négatif, il passe. Salut Fanny, merci de m'accueillir chez toi ici à Tanger. Salut Stéphane, avec grand plaisir. Depuis le temps qu'on doit se rencontrer en visu, c'est avec grand plaisir. Et bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc pour la deuxième fois. Je voulais commencer par, si tu repenses à Fanny d'il y a 6 mois, d'il y a un an, qui n'était pas encore installée au Maroc, quelles étaient tes peurs, tes doutes, tes questionnements, et maintenant que tu es vraiment sur place, tu vois? Alors c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion hier où je disais il y a un an à une semaine près, je venais à Tanger avec ma fille pour visiter les lycées français justement. On était dans cette prise de décision de choix de scolarité, de choix de quartier, de... Et en fait, il y a un an, donc j'étais ici. Je savais que c'était ce qu'on voulait, on le désirait, mais la route me paraissait encore assez longue avant d'arriver. J'étais dans mes débuts de la formation d'Objectif Maroc, d'ailleurs. Elle m'a permis, lors de ce voyage, comme je disais dans ma première interview, de gagner énormément de temps sur tout ce qui était administratif, bancaire et même choix. Les choix, les bonnes questions, je me les suis posées grâce à la formation au niveau du choix de mon lieu de vie, etc. Et c'est vraiment en venant ici, donc il y a un an, je venais pour découvrir, je venais pour me rassurer aussi de ce que je retrouvais à Tanger sans l'avoir vu depuis, ça faisait 10 ans que j'étais pas venue à Tanger, donc je trouvais un Tanger changé. Il y a 6 mois, j'étais en train de me dire, oh mon Dieu, je pars dans 2 mois, mais j'étais sereine en fait, mais c'était vraiment tellement un saut dans le vide que voilà. Et celle d'aujourd'hui, c'est ben, j'y suis en fait. J'y suis et tout va bien, c'est super cool, ça se passe bien, donc je suis contente. On va raconter ça en détail. Peut-être aussi, pourquoi Tanger? Alors Tanger, c'était pas du tout mon choix du cœur à la base. Moi, je voulais vivre sur Fès ou Meknès et étant divorcée, il y a des choix qui se font quand même à deux par rapport à l'éducation d'un enfant. Et donc le papa de ma fille, ayant de la famille ici, m'avait dit, je veux que vous alliez à Tanger pour avoir quand même un appui si jamais. Et c'était une idée qu'au début, je rejetais. En fait, déjà, ça me faisait mal de ne pas pouvoir vraiment choisir là où je voulais habiter, même si je comprends qu'il y a des décisions qui se prennent d'un côté parental, on va dire. Et ça me faisait peur, Tanger. Et vraiment, au début, je pensais pas du tout aimer Tanger. Même en arrivant, au tout début, j'ai dit à ma fille, allez, on reste ici un an parce qu'on nous l'a un peu imposé et après on s'en va. Ça fait 3 mois que je suis à Tanger, j'ai plus envie de quitter Tanger. Je suis tombée amoureuse de Tanger, j'aime Tanger. Parle-nous justement de Tanger par rapport à d'autres villes où les gens s'installent beaucoup plus, comme Marrakech, Rabat, Essaouira. Tanger, il y a beaucoup d'étrangers aussi qui s'installent. Mais c'est Ouais. quoi les particularités, les différences par rapport aux autres grandes villes marocaines? Tanger est très spéciale. Tanger est la seule ville au monde à avoir été une ville internationale, une partie de son histoire. Parce que stratégiquement, elle est placée au niveau du détroit de Gibraltar. Donc, euh, les Espagnols l'ont voulu, les Portugais l'ont voulu, les Français l'ont voulu, les Anglais l'ont voulu aussi. Et donc, à un moment donné, ils ont dit, OK,
on arrête de se tirer dessus pour Tanger, ça devient une ville internationale. Après, elle est redevenue marocaine, mais ça apporte tout ce côté très cosmopolite. Tanger est très cosmopolite, Tanger est très ouvert, Tanger c'est venez comme vous êtes. Je trouve qu'il y a une acceptation de l'autre très naturelle à Tanger. Ils sont pas surpris que tu sois étranger et que tu vives au Maroc quand tu es à Tanger. Tu t'inscris dans le paysage facilement, en fait, qui que tu sois, n'importe ta façon de t'habiller, etc. Tanger, il y a plus de 10 ans maintenant, c'est la seule ville où j'ai vu une fois une femme qui portait le voile et qui portait une mini-jupe aussi. C'était un peu le côté, moi je m'habille comme je veux et je fais ce que je veux. Donc il y a ça à Tanger. C'est pas fréquent. Non, j'avais jamais vu ça et c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça, mais je l'ai vu à Tanger et ça m'avait marqué. Et il y a ce côté aussi où tu as quand même la Médina. Tu as la Médina Kdima, l'ancienne Médina, qui a son côté un peu traditionnel, etc. Et tu as toute l'ouverture qui s'est faite. Tanger s'est énormément agrandi avec des quartiers. J'aime à dire qu'à Tanger, tu as le Maghreb et le Morocco. Quand on dit le Maghreb, c'est le côté très traditionnel, côté Beldi, le côté. Voilà. Là où je t'ai amené tout à l'heure, on a mangé ce matin, juste à côté, tu as un ensemble de quartiers où tu as des ferrailleurs. Et puis tu as aussi les gens qui brûlent les têtes de moutons et qui récupèrent les cornes et tout ça. Et juste à côté, tu as le Grand Soko, qui est très touristique, qui est très. Même si c'est sur l'ancienne ville, ça a ce côté, voilà, on y amène les tourismes, c'est le Maroc, et tu as les buildings à Tanger, et juste à côté, tu as aussi des endroits très beldi, très. Tu as de tout à Tanger. C'est ça que j'aime à Tanger. Oui, ça mélange le moderne, l'authentique, le très moderne même, on pourrait dire, L'ultra moderne, avec effectivement. une très belle corniche. Une très belle corniche, une très belle marina, des constructions d'immeubles impressionnantes. Il y a de très belles réalisations. Moi qui ai travaillé dans le bâtiment et dans l'architecture, à Tanger, il y a de très belles réalisations. Je ne me pencherai pas sur les finitions, mais d'un point de vue esthétique, d'extérieur, il y a de très belles réalisations. Euh, c'est une ville qui grandit bien. Je trouve que c'est une ville qui grandit bien et qui, à mon sens, alors certains ne seront pas d'accord parce qu'ils trouveront à dire, mais ne grandit pas au détriment de certains, d'une certaine classe. Puisqu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des quartiers qui ont été aménagés avec des logements à bas coût à l'époque pour que le Marocain puisse devenir propriétaire assez facilement. J'ai À l'époque, il y a 15 ans, à Tanger, il y avait des endroits encore un peu bidonville. Aujourd'hui, j'en ai pas vu. J'en ai plus vu. Globalement, c'est tout le Maroc. Oui. Ils ont essayé, enfin, ils l'ont fait, hein. Il C'est reste vrai. très très peu de bidonvilles. Et ceux qui restent, c'est aussi en cours de déplacement. Et tant mieux. Oui, pour Tant les mieux gens, pour les hein. gens, tant mieux. À Tanger, on a beaucoup d'usines aussi, donc il y a une demande de main-d'œuvre qui est forte. C'est facile de trouver du travail quand même ici, il y a une recherche. Et tu as des quartiers, alors oui, Tanger, tu peux louer une villa à 35 000 dirhams par mois en location longue durée parce que tu veux une villa avec piscine vue sur mer. Mais tu peux aussi louer un appart à 2000 dirhams, simple, dans un quartier qui est correct, qui n'est pas malfamé. Et j'aime pas ce mot parce que pour moi, il n'y a pas de quartier malfamé en fait. Il y a des quartiers qui pourraient faire plus peur que d'autres, mais une fois qu'on ose y aller, ça se passe pas. Ma fille, elle se moque de moi parce que des fois, on marche sans savoir où on va. Et je lui dis, la dernière fois, on était dans la Médina, et je lui dis, tiens, ça a l'air sombre par là, viens, on y va. Viens, on va voir ce qu'il y a là où personne n'ose aller voir. Et tu tombes sur quoi? Une ruelle avec plein de plantes vertes, avec des peintures sur les murs. avec- Sortez des sentiers battus. Tu veux, on fait la métaphore d'aller explorer ces zones d'ombre pour voir ce qu'il y a derrière. Exactement. Ça marche pour les ruelles, ça marche pour l'humain. Parfois, il y a des belles choses, parfois pas, et ça dépend. C'est la surprise. Mais il faut pousser la porte pour le découvrir, en Ouais. fait. Il faut pas rester sur ses acquis. Je me surprends au début. C'est normal, hein, les premières semaines à Tanger, je restais sur les coins que je connaissais.
sur ma petite zone de confort, de ce que j'avais eu l'habitude de fréquenter il y a 15 ans quand je venais avec mon ex-mari, etc. Aujourd'hui, non, je découvre et j'ai plaisir justement à pas aller 2 fois au même endroit tant que j'ai pas découvert autre chose et que je me suis pas fait une opinion sur autre chose. Et les découvertes sont magnifiques. J'ai envie de rester. J'ai tellement de choses à voir encore ici. Moi, j'étais venu il y a longtemps. J'avais été explorer aussi les plages sauvages. Ouais. Sauvages en dehors de Tanger. Mhm. Il y a des plages magnifiques, des lieux naturels exceptionnels. C'est une belle Je- région, hein. Juste en bas de chez moi, là, si tu descends là, ça m'arrive de descendre en marchant. Tu arrives sur une toute petite plage euh, qui est pas connue, qui est un peu difficile d'accès. Tu vois, faut descendre, etc. Mais là, on y était le samedi dernier. Il y avait 2 pêcheurs. La plage était déserte, la plage était à nous, la plage était pour nous. Et c'est le plaisir de trouver ces endroits-là. C'est moi qui suis très nature, etc. Je vais me promener, je vais marcher sur la corniche parce que j'ai des amis sur Tanger qui ne sont pas véhiculés et c'est le côté facile pour se retrouver pour marcher. Mais je sors en général du sentier battu. Je vais voir ce que le touriste va pas voir ou même ce que le Tangérois est très attaché à sa corniche et à sa plage de ville. Moi, j'y vais très rarement. Je n'ai pas foulé le sable de la plage de la ville de Tanger, mais j'ai été à Sidi Carcouche, j'ai été à Oued-Laou, j'ai été sur les autres plages en fait. Ouais, t'as un côté aventurière, découverte. Et pour le côté pratique de ceux qui vont voir cette interview, t'as parlé un petit peu de prix brièvement. Peut-être rentrer un peu plus dans le détail quand tu cherchais quel budget, qu'est-ce que tu as trouvé, tu peux nous partager tel type de bien, c'est Ouais. quel montant pour les loyers. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver là où j'habite. Moi j'avais choisi, je m'étais décidée quand j'étais venue au quai Tanger. Par contre, je veux aller habiter à Nouinouiche. Ici, nous sommes à Nouinouiche, cité Nouinouiche, sur une colline. Donc il y a 3 villages. Nouinouiche, Fedan Chapo et Ain Zetoun. Et en fait, moi je voulais habiter ici parce que je voulais être excentrée. Et je m'étais fixé un budget environ 5000 dirhams pour un appartement meublé. Le problème ici, à Nouinouiche, c'est que quand je suis venue prospecter, du coup en janvier, j'ai décidé que c'était Nouinouiche, et je suis venue prospecter, j'ai trouvé que des propriétaires habitants ou des résidences de vacances, des Airbnb et des villas. Des choses qui n'étaient pas à ma portée, forcément, au niveau du budget. C'était des villas à 15 000 dirhams par mois, c'était des locations à 8 000 dirhams par mois, c'était bon. Je me suis dit, ça va coincer. Et c'était le ramadan l'année dernière. Je me suis dit, dernière tentative, je mets une dernière annonce parce que j'avais écumé les groupes Facebook. Ici, c'est Facebook. Facebook et WhatsApp sont les 2 principaux canaux de recherche et de communication. Donc sur les groupes Facebook, j'avais déjà écumé les locations, les groupes immobiliers. Et bien sûr, on me proposait tout un tas d'appartements partout sauf ici. Personne ne trouvait de bien ici. Et on a Avito aussi, À qui peut Vito, marcher. ouais, ouais, ouais. Et en fait, j'ai mis une annonce sur Facebook, mais sur un groupe de Tanger qui n'avait rien à voir avec l'immobilier, en expliquant ma demande, ma recherche, ma situation. Je viens de France avec ma fille, je travaille, je suis indépendante, tout ça. Et j'ai une dame qui m'a répondu et qui m'a dit, ma sœur a un appartement fait pour vous. Et je suis tombée sur une propriétaire qui habitait en France, qui avait cet appartement familial qui restait vide toute l'année. Et moi, ça m'intéressait pas d'être là l'été. Donc j'ai négocié avec elle en fait un bail de septembre à juin sur le meublé. Moi, je paye 5200 dirhams de loyer, frais de syndic compris et internet compris. Donc j'ai beaucoup de chance. C'est pas un loyer qu'on trouve facilement ici dans ce type de bien. Mais voilà, c'était le prix. Et après, comme je disais, ben voilà, il y a des quartiers entre 2000 dirhams jusqu'à 3000 dirhams, ça dépend ce qu'on veut. Mais une moyenne sur Tanger, c'est une moyenne de loyer entre 4000 et 6000 dirhams pour des loyers, des appartements nus de 2 à 3 chambres dans des quartiers de centre-ville. Voilà. Après, plus on s'éloigne, plus ça baisse. Et plus après, ben, la qualité de ce qu'on veut en termes d'insonorisation, de... Voilà, ça se Donc paye. on peut dire que c'est la moyenne
des grandes villes marocaines, mais sachant que Tanger est un peu comme Rabat, c'est quand même un petit peu plus Un cher peu plus cher. que Mhm. les autres villes. Tout à fait. T'as des conseils pour ceux qui vont justement être dans la phase de recherche? Donc les groupes Facebook, les annonces, ça peut Ouais. déboucher sur... Les groupes Facebook, Avito, effectivement, Moudawab aussi, je crois. Moubawab. Moubawab, je l'ai pas utilisé assez. Et, euh, et en fait, mon vrai conseil, c'est de venir au moins une fois sur place. Petite pause pour vous annoncer que si, comme Fanny, vous voulez réussir votre installation au Maroc, vous pouvez réserver votre appel offert avec nous. Ça se passe avec Omar et on prendra le temps de faire le point sur votre situation et voir si on peut vous aider à réussir votre installation. Le lien de réservation est dans la description. Voir le quartier, rencontrer les gens. Moi, ce que j'ai fait au début quand je suis venue à Nouinouiche, là, c'est que j'ai été au Hanout, j'ai laissé mon numéro, j'ai été au café, j'ai laissé mon numéro. Pour ma part, ça n'a rien donné cette fois-là, parce qu'il n'y avait pas, mais je sais que ça marche. Je sais que ça marche et ici, c'est le bouche à oreille, et c'est là où on va trouver aussi peut-être des prix plus corrects. Parce que quand on est dans une recherche et qu'on dit «Ah, j'arrive de France et tout», direct, ils nous demandent notre budget et on se rend compte qu'on nous propose des fois des appartements qui n'ont pas ce prix-là pour quelqu'un d'ici, mais toi, on te le fait à ce prix plus élevé parce que tu viens d'ailleurs, Mhm. pour eux, tu gagnes forcément plus d'argent ou tu arrives avec un matelas. Et ce qui est bien, c'est de faire un maximum de visites. Comme ça, tu vois, ok, cet appartement-là, il était à tel montant, et j'ai vu celui-là à tel montant. Après, si on te propose un montant qui n'a rien à voir, tu sais que c'est pas logique. Et ça se négocie ici, les loyers. Mhm. Tout se négocie au Maroc, c'est pas une blague. Et les loyers se négocient aussi. Bien sûr. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. On n'est pas là pour voler les gens non plus, mais expliquer une situation et dire voilà, moi je peux mettre tant et votre loyer il pourrait correspondre parce que j'ai vu des appartements qui sont ce prix-là. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Et de rassurer avec des garanties financières éventuellement, etc. Et ça marche, ça marche. Et le propriétaire s'attend à ce que ce soit négocié, puisque c'est culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Il y a toujours un prix supérieur en fait qui est affiché et ce prix-là, bah, si vous le négociez pas, vous perdez clairement au change en fait. Faut même le propriétaire va être surpris. Il va se dire bah, c'était facile cette fois-là là, tranquille. Non, faut négocier. Je conseille aussi toujours cette phase de ok, j'ai trouvé, je vais négocier le loyer. Si tu es vraiment étranger, tu vas avec un ami marocain, c'est lui qui va négocier pour toi et qui va être un peu l'intermédiaire. Tout à fait. Moi, j'ai de la chance, il y a quelques années, en venant en voyage solo au Maroc, ce que je faisais beaucoup avant, j'ai rencontré une très bonne amie à Fès, Karima, parce qu'elle avait un riad à l'époque. Et j'avoue, Karima, dédicace à Karima de Fès, quand j'ai besoin, Karima parle pour moi. C'est mieux. C'est vraiment, à chaque fois que j'ai eu besoin de négocier quelque chose, ben, j'ai fait aussi appel à elle parce qu'elle est plus à même, elle a la langue pour expliquer aussi ce que moi je ne sais pas forcément expliquer. Mon niveau de Darija est encore assez bancal, donc le fait que quelqu'un, on dit Bentnas en plus, tu vois, c'est une fille de famille, de bonne famille, elle est ici, elle est connue, elle, dans la Médina de Fès pour être une bosseuse, etc. Donc elle a cette facilité aussi de savoir comment aborder, savoir où est-ce qu'on peut rigoler, où est-ce qu'on peut pas rigoler, où est-ce qu'on peut appuyer pour négocier et pas. Le Maroc, c'est très différent de nous. Il y a des choses que nous, on considère pas comme honteux, pas comme ahchouma, et eux, ils en font une montagne. Et donc, des fois, c'est difficile de se positionner, de savoir bah, dans quoi on peut mettre les pieds dans le plat ou pas, tu vois. Maintenant, tu sais. J'ai encore quelques petits, des fois. Voilà, mais parce qu'aussi, je suis quelqu'un qui aime mettre les pieds dans le plat et parce que sur certains sujets, il y a matière à évoluer au niveau de la chouma, de la honte. Elle est des fois mal placée et c'est dommage parce que c'est se mettre des barrières là où il n'y en a pas. C'est apporter du tabou là où il ne doit pas y en avoir pour pouvoir
avoir une construction au niveau des adolescents, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes plus saine, je pense. Ouais, il y a beaucoup de souffrances liées à ça. Exactement. Et juste pour revenir sur le point précédent, un étranger va négocier, oui, tu peux négocier et obtenir un prix moins cher, mais un Marocain, ça va être niveau 100%, tu vois, de la négociation, et il va pouvoir descendre beaucoup plus loin qu'un étranger, donc laisse faire un local, quoi. C'est ça. Il a les arguments pour, il sait et ils savent entre eux jusqu'où ils peuvent aller. C'est un jeu. Voilà, c'est un jeu là où nous, on est content quand on grappille quelques dizaines d'euros. Eux vont pas. Enfin, s'ils savent qu'ils voient, ils sentent si la personne en face, où Ouais. est-ce qu'il en est, s'il peut Il tailler va, dans. il va aller jusqu'à la Ah limite. oui, Ouais. ouais, ouais. Et c'est un jeu. Les deux en sont conscients. Les deux savent et les deux savent s'arrêter aussi, se dire ça y est, là, on est arrivé au bon prix, le prix qui est juste pour moi en tant que locataire et le prix qui est juste à donner au propriétaire, parce qu'on n'est pas là non plus pour étrangler les gens ou avoir des rabais de dingue gratuits. On est là pour que chacun puisse vivre et trouver son compte. Et eux, entre eux, arrivent à le faire. Nous, moi, en tant qu'étranger, je sais que dans la négociation, je vais quand même être lésée parce que je vais jamais aller jusqu'où un Marocain osera aller. J'ai pas ce truc-là. Pas encore. Il y a ce truc du loyer. Voilà, on a passé un moment dessus, mais je pense que c'était important. Parce que aussi, quand tu veux t'installer au Maroc, tout ça, c'est flou, hein. Et toi, t'as aussi rejoint la formation Objectif Maroc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la suivre et qu'est-ce que t'as trouvé? Est-ce que ça t'a aidé? C'est marrant parce que j'en parlais avec Omar que j'ai eu au téléphone il y a 2 jours. Je dis, moi, tout me ramène au désert. J'ai connu Objectif Maroc, je t'ai connu toi par Maroc en conscience. Bon, on, RIP? RIP, on est sur une fin, on parle d'un sujet passé, mais tu avais fait une formation que tu avais ouverte en juillet, et moi je tombe sur toi en octobre. Et je te contacte et je te dis, c'est vraiment dommage parce que c'est cette formation qu'il me faut. C'est cette formation qu'il me faut parce qu'en plus de Maroc en conscience, donc j'avais découvert ta chaîne YouTube, je t'avais vu, j'avais vu ta vidéo, tu venais de sortir en gros les 10 ans de ta vie au Maroc. Et je savais que tu étais quelqu'un qui pouvait m'apporter quelque chose parce que tu abordais les choses comme moi j'ai envie qu'on les aborde et envie de les apprendre, que la formation était faite de telle sorte que j'avais pas de pression. À l'époque, c'était encore un membre fondateur. La formation n'était pas terminée, mais j'avais assez de modules, largement assez là où j'en étais dans mon projet pour la démarrer. Et je me souviens t'avoir dit du coup, ah mais je voulais faire cette formation, mais c'est dommage, c'était en juillet, j'ai loupé. Tu m'as dit non, mais tu peux venir. Et en fait, ce jour-là, ça a été un soulagement en fait pour moi. Vraiment, je me suis dit waouh. Donc là, c'est bon, c'est concret. Je vais rentrer dans cette formation et je vais aller au Maroc. C'est Objectif Maroc, donc je peux que aller au Maroc, tu vois. Je suis sensible. Oui, et donc c'est ça qui a vraiment déclenché le passage à l'action. Ouais, ça a déclenché le passage à l'action parce que ça m'a rassurée. Je savais, alors moi je suis venue au Maroc, je l'explique dans une vidéo sur mon compte. Je suis venue au Maroc pour ma fille, parce que donc ma fille est franco-marocaine. Et arrivée à l'adolescence, elle a eu elle a subi du racisme au collège. On l'a traitée de sale arabe. Bah ouais, tu rentres, t'es une sale arabe, mais c'est quoi être arabe? Traite de sale arabe, mais c'est quoi déjà être arabe quand certes tu as un papa marocain, mais que tu es né en France, que tu as fait toute ta vie en France, que le Maroc tu le connais une fois par mois, une fois par an, un mois pour les vacances. C'est quoi en fait? C'est quoi ma culture? C'est quoi mes origines? On s'est retrouvés face à ça. Nous, on est une famille qui discutons beaucoup, à cœur ouvert. Justement, chez nous, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de chôma, il n'y a pas de tout ça. J'ai retiré tout ça, peut-être un peu par traumatisme aussi, de quand je suis arrivée chez une belle famille marocaine et que tu sais même plus ce que tu as le droit de dire ou faire parce que tout peut être considéré comme les chôma et on te laisse des fois pas le bénéfice du doute du fait que toi, c'est pas ton éducation, que toi, tu viens d'ailleurs et que c'est pas parce que tu te maries avec un Marocain que
que tu deviens marocaine. Je suis très empreinte de culture marocaine. J'aime beaucoup le Maroc. Je suis française. De sang, de nationalité, d'éducation, etc. Donc, ma fille avait une demande à laquelle moi, toute seule en France, je ne pouvais pas répondre. Je pouvais y répondre que si je l'amenais ici. Et donc là, j'avais ma raison de partir, j'avais mon pourquoi. Ok, c'est cool. Mais en fait, je fais comment? Je fais quoi? C'est quoi les étapes, une par une, pour partir vivre au Maroc? Par quoi on commence? Et ta formation, et c'est pour ça que je le dis, je le répète tout le temps, je l'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a des modules qui sont très clairs, d'un point zéro à un point j'entreprends et j'ouvre une société au Maroc et je vis ma vie au Maroc. Et le point zéro, il est, je suis encore en France, j'ai un tas de questionnements, je t'aide à répondre à ces questions. Et ça a été libérateur aussi pour moi par rapport à toutes les questions et toutes les angoisses que j'avais vis-à-vis du fait qu'on vienne. Parce que, comme je le dis dans la première interview, moi je suis quelqu'un, je prends des décisions et je réfléchis après. Donc c'est un peu dingue, mais c'est pour pas me laisser guider par la peur des gens, par les «Ah, mais t'es folle» et tout. Je le sais que je suis folle, pas besoin de me Et le rappeler. est-ce que tu pouvais pas trouver ces réponses ailleurs? Fouillis. Fouillis. Bordel. Bordel, perte de temps, ruina, comme ils disent ici. Non, j'ai essayé. Bien sûr, j'étais dans des groupes Facebook, d'expats et tout. Et j'y suis encore aujourd'hui. Et quand je les vois encore aujourd'hui débattre sur des sujets qui sont pourtant assez clairs, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, heureusement que j'ai eu Objectif Maroc, heureusement que j'ai eu Stéphane. Et j'avais envie et besoin d'avoir un interlocuteur qui est sur place depuis 10 ans, donc il sait de quoi il me parle. Tu sais de quoi tu nous parles. C'est pas quelqu'un qui nous a dit sur Facebook, tu as beaucoup, oui, mais moi, un ami, ça s'est passé comme ça pour lui. Oui, mais moi, lui, j'ai l'expérience de quelqu'un. Moi, je veux que quelqu'un me donne sa propre expérience en direct. Et quelqu'un qui est dans ma situation, c'est-à-dire c'est un étranger qui est venu s'installer au Maroc. T'es un étranger, t'as pas de... Qui connaît rien au Maroc Qui avant connaît ça, rien au Maroc avant ça. Tu vois, c'est ça. ni à la culture, ni à la religion. Exactement. Et c'est ça qui m'intéressait dans ton parcours. C'est que malgré le fait que j'ai été mariée avec un Marocain, que je connaissais le Maroc, etc., je me sentais pas légitime de tout savoir sur le Maroc. Je ne savais pas tout, loin de là. Et je connaissais un Maroc de vacances, pas un Maroc de vie. Donc quelqu'un qui a fait ce parcours de venir avec rien et qui en plus a le même état d'esprit que moi. On est des gens qui aimons la campagne, proches de la nature, etc. On n'est pas là pour venir dans un cadre d'expat. Alors j'ai rien contre ce cadre-là, mais où tu es dépêché par ton entreprise française dans la succursale française installée au Maroc et où tu restes avec ton écosystème français, ton salaire français, tes facilités dans ces cas-là pour avoir un logement, etc. Moi, c'était pas mon cas, ma configuration, je le savais très bien et du coup, On peut parler d'état d'esprit aussi. On a un certain état d'esprit que exactement, d'autres étrangers ne cherchent pas forcément les mêmes choses que nous au Maroc. exactement. L'échange avec les Marocains, le partage, euh, La la bienveillance, la bienveillance, curiosité. exactement, exactement. Je, j'ai beaucoup de mal à finalement des fois fréquenter des Français ici. On se retrouve plus entre, souvent c'est des MRE que je retrouve qui habitaient en France, qui sont même souvent nés en France, grandis en France, et qui arrivent avec le même esprit que moi au Maroc, redécouvrir leur pays. Moi, c'est le découvrir pour ma part, mais eux, c'est redécouvrir leur pays d'origine. Et du coup, on a ce positionnement où on est très humble, je pense, dans notre approche, et où on demande en fait aux Marocains de nous montrer qu'est-ce que c'est la vie ici. Et on n'a pas la prétention de nous leur apprendre la vie parce qu'on a vécu en Europe. Et je pense que là est la différence et là est l'importance, tu vois. Tu vas pas lui dire non, tu fais pas ça comme ça, c'est comme ça que tu dois faire.
Bah Exactement. non, tu t'adaptes et tu prends sur toi si c'est dur. Exactement. Et même s'il y a des fois, il y a des choses qui me semblent incongrues, parce qu'il faut le dire, hein. Comme je te disais tout à l'heure, mais rien que la conduite, Ça, c'est un sujet, ouais. c'est un grand sujet. Au début, et j'étais dans une incompréhension. J'étais dans une réelle incompréhension. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, les auto-écoles ici, ben, souvent, les gens font leurs heures sur un plateau. Donc, ils ne sont même pas dans la circulation urbaine pour passer leur permis, pour faire leurs heures d'apprentissage. Ils apprennent à accélérer, à freiner Sur un parking, sur un parking. Et après, ils sont lâchés dans cette jungle urbaine. Mais forcément, quand tu as ce raisonnement-là, que tu sais d'où ça vient, mais oui, tu comprends pourquoi ça se passe comme ça sur la route. Et du coup, tu dédramatises ça. Et tu dédramatises beaucoup de choses en étant au Maroc, je crois. donc, il faut qu'on explique quand même si la plupart le savent, c'est que la conduite, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut, il y a beaucoup d'incivilités, euh, des situations qui te font t'énerver parce qu'on t'a fait ça, ça, ça. Au début, j'ouvrais ma fenêtre et j'étais là. Machitrek dialmok. C'est pas la route de ta mère. C'est- Je suis pas toujours très polie. Mais parce que ça me rendait folle parce qu'effectivement, en fait, pour eux, ils sont tout seuls sur la route. Toi, que tu arrives à gauche, à droite, peu importe. Lui, il est sur son truc les trois quarts du temps. Il est sur son téléphone ou en train de faire sa meilleure discussion avec son pote à côté. Donc, il peut rouler à 60, puis d'un seul coup, ralentir et être à 20 parce qu'il veut lui faire voir un truc. Et toi, tu es en circulation derrière, tu arrives à 60 et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est fluide, pourquoi il roule à 20? Et en fait, tu dois accepter ça en étant ici, tu dois ne plus t'énerver. Je te disais, moi, au début, je rentrais, à chaque fois que je sortais dans Tanger, je rentrais, j'étais fatiguée, j'étais énervée, je me disais, mais c'est pas possible. Je me suis dit, tu peux pas vivre comme ça, en fait. Ça ne doit pas être une épreuve pour toi d'être sur la route avec eux. Donc maintenant, je rigole des ronds-points pris à l'envers, je rigole des dépassements inopinés par la droite, je rigole des appels de phare pour me doubler, pour que je me rabatte et qu'ils puissent passer à 80 alors que 2 minutes après, je les retrouve, ils sont à 20 parce qu'ils sont en train d'écrire un texto, tu vois. Je rigole, je rigole. La seule chose qui me fait mal au cœur, c'est du coup les accidents dus à ces incivilités, les victimes que ça fait. En permanence, il y a tout le temps des accidents. En permanence, Avec les motos, maintenant il y a les trottinettes électriques. c'est ça. Et ça me fait peur pour eux parce qu'il y a des risques de mort. Ça me fait peur pour eux et ce qui me fait encore plus peur pour eux, c'est quelque chose que j'ai vu ici qui, dès les premières années de ma venue au Maroc, m'avait profondément choquée. C'est qu'ici, quand il y a un accident, moi j'ai été formée très jeune au premier secours. Je sais pas, on avait 14, 15 ans, on a des gens qui étaient venus au collège nous expliquer une mise en sécurité. PLS, PLS, mise en sécurité de l'accidenté et de l'accident, éviter le suraccident. Et ne serait-ce que prendre les constantes d'une victime, le rassurer, lui tenir la main, le couvrir en attendant les secours. Ici, au Maroc, absolument pas. Les gens ne sont pas formés au premier secours, ils ne savent pas quoi faire et ils ont peur aussi de faire quelque chose et qu'on leur reproche après. Et donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des attroupements de personnes autour d'une victime, quelqu'un qui venait d'être tapé par une voiture, tombé en scooter, etc. Ils sont autour de lui, ils le regardent, personne ne va le couvrir, personne ne va savoir s'il est conscient, si on sait, s'il sait quel jour on est, etc. Alors ils lui font des prières, c'est bien. L'ASL, Allah Shafi, qu'on espère que va aller, on demande à Dieu qu'il aille bien. et des fois ça provoque d'autres accidents. Puisqu'il y a un attroupement, tout le monde s'arrête, c'est le Exactement. bordel. Alors, il y a quelque chose d'autre aussi, tiens, que je peux te raconter qui est magique et on le subit beaucoup à Tanger. C'est quand il y a un accrochage, l'attente du constatateur. Le fameux. Le fameux. Ici, on ne fait pas un constat à l'amiable. On a peur un petit peu de l'autre, de mal remplir et tout. Donc, on stoppe tout. On laisse la voiture, les deux voitures qui sont Au bignées milieu de la route. au milieu de la route, au milieu des deux voies, au milieu de... Et puis on discute en attendant le constatateur. Et là, tu as un bouchon qui se forme, des fois des suraccidents aussi.
Et tu deviens dingue. Et là, quand tu arrives à passer enfin à côté et que tu vois que c'est parce qu'il y en a un qui est rentré dans l'arrière de l'autre et que ça fait une demi-heure qu'ils attendent le constatateur au milieu de la route, eux ne sont pas dérangés pour un sou. Moi, je serais dans tous mes états. Viens, on prend des photos, on se met sur le côté, enfin, on gêne pas et tout. Eux sont d'une sérénité. Ça ne les dérange absolument pas d'avoir. Et je sais pas si tu as eu ça aussi à la caisse du supermarché. Moi, je fais toujours le plus vite possible pour récupérer mes courses, mais t'en as qui prennent le plus de temps possible, tranquille, et Exactement. c'est normal. C'est normal. C'est un grand. Parce que le civisme est un grand sujet pour moi au Maroc. C'est pas du tout. C'est pas pour être péjoratif que je dis ça. Mais effectivement, il y a des fois, en fait, j'arrive pas à comprendre le fossé, la différence qu'il y a entre la religiosité, justement, qu'on peut avoir au Maroc, que ce soit dans la tenue, dans la pratique, dans tout ça, et à côté de ça, le manque de civisme flagrant. Parce que pour moi, ta religion passe par justement Des actes. les actes et surtout l'islam, c'est l'amour, la bienveillance, le respect de l'autre. Ne fais pas à quelqu'un ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Enfin, tout ça, toujours vouloir pour son frère ce qu'on veut pour soi-même. Et ce côté-là, vouloir pour son frère ce qu'on veut pour soi-même, je le trouve ici. Il y a quand même de la bienveillance, il y a de l'encouragement. Les gens sont très encourageants ici. Mais par contre, il y a un manque de civisme, mais incroyable, et de vivre ensemble et de vivre en société qui me choque par l'égoïsme. Voilà, on prend notre temps, on ne s'occupe pas de ce que la personne derrière a à faire, si elle est pressée ou pas. Le nombre de personnes qui me passent devant aussi dans les files Ouais, il y a d'attente. ça. Mais dans le plus grand des calmes, ils te passent devant. Donc t'as 10 personnes qui attendent, et il arrive, je passe Voilà. Et ça tranquille. m'est arrivé plusieurs fois où la personne qui doit nous recevoir, alors une fois dans une administration, une fois à la boucherie, lui disent mais elle attendait, elle était là avant toi, et là la personne te regarde et ah oui, ah bah, smahli. Mais si c'était passé, il serait très heureux que ce soit passé. Il t'a très bien vu, il sait que t'attends, mais il teste, il teste, il teste. Et ça, je le comprends pas. Je l'accepte parce que je suis ici, etc. Je fais pas d'esclandre, tu vois. Mais ça m'arrive des fois d'avoir des petits gestes. La dernière fois, à la boucherie, la dame, elle m'est passée devant, mais vraiment flagrant, quoi. Le boucher lui a dit, bah, excuse-moi, la dame était là avant toi et tout. Et en arabe, elle m'a dit, moi, bah, de toute façon, c'est que je t'avais pas vu. Et je lui ai répondu, excusez-moi, je comprends pas l'arabe. Et en fait, c'est très méchant ce que je vais dire et tu pourras peut-être le couper. J'ai juste été une grosse connasse parce qu'après, dans un arabe, dans un darija parfait, j'ai demandé ce que je voulais au boucher devant elle. Oups. Voilà, oups. C'était juste pour lui dire en fait, pourquoi tu fais ça, tu vois, pourquoi tu fais ça, et si tu veux être hautaine comme ça, je vais être hautaine aussi avec toi. C'est pas mon comportement de base, mais il y a des fois où je me dis, faut répondre aussi au pic par le pic, tu vois. C'est tout. Oui, ou Vilain. peut-être en voyant une étrangère, ils peuvent pas imaginer que tu comprends la darija. Et c'est un cas extrême, mais ça peut être une insulte ou autre, et toi tu vas le comprendre, et là... J'en joue de temps en temps. J'avoue que j'en joue de temps en temps. J'ai les deux cas. Il y a soit ils pensent pas que je suis française parce que je suis pas non plus très très typée. Je sais pas, comme si j'étais blonde aux yeux bleus. Bon, je me fonds plutôt pas mal dans la masse et dans le décor ici. Mais j'arrive dans les commerces à parler uniquement en darija parce que je connais les mots simples, que je sais compter en darija, etc. Donc j'arrive à me débrouiller. Et dans ce cas-là, ils ne remarquent même pas que je suis française. Et il y a des fois où je finis par leur dire et ils sont choqués. Oh, mais j'aurais jamais pensé. Souvent, on pense que je suis berbère parce que j'ai un accent quand même quand je parle en darija. Donc ils pensent que je suis berbère et que je parle du coup un darija avec accent. Mais non, c'est pas le cas. Et C'est voilà, bonne preuve d'intégration je quand pense. tu passes pour une Marocaine ou Je un suis Marocain. trop fière de moi quand ça arrive. Je suis trop fière de moi parce que je me dis, eh ben, c'est ce que je voulais. Je veux pas être une Française avec des Français au Maroc. Je veux être une Française avec tout le monde au Maroc. Avec les Marocains, avec, enfin, tu vois, dans
se fondre dans la masse sans justement sortir mon drapeau et revendiquer que je ne veux parler que français, que je ne veux pas fréquenter certains lieux parce que peut-être qu'ils sont un peu craignos, etc. Ça m'arrive, hein, je le vois, on a des groupes, j'ai des groupes WhatsApp de Français ici à Tanger. Des fois, demande des conseils, est-ce que je peux manger tel resto? Ah, mais j'ai entendu dire qu'il n'était pas bien fréquenté. Qu'est-ce que tu entends par pas bien fréquenté? Si c'est parce qu'il y a des Marocains, donc des gens du pays qui sont chez eux, et tu estimes que c'est des endroits peut-être moins fréquentables parce que t'entends pas parler que français autour de toi, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je comprends pas trop cette mentalité. J'ai du mal. Et c'est pas la mienne, et vraiment que... Attends, si on veut dire la vérité, la majorité des Français ne s'intègrent pas dans le pays. C'est Oui, pas une vraie intégration, tu non. vois. Il y en a énormément qui viennent et il n'y a pas de vraie intégration. Ils ne s'intéressent pas plus que ça à la langue et ils ne s'intéressent pas plus que ça aux gens. Ou alors ça va être pour faire un atelier culinaire Dans leur intérêt. dans leur voilà. C'est pas dans l'aide, c'est pas... Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, moi j'habite en hauteur et ça m'arrive de prendre des vieilles femmes dans ma voiture pour les déplacer parce que c'est difficile là où j'habite d'accès à pied. Et on me dit, oh, mais t'es folle, mais t'as pas peur et machin. Mais arrêtez d'avoir peur de l'autre, mon Dieu, arrêtez d'avoir peur de l'autre. Je comprends pas cette peur. Moi, je parle avec tout le monde ici. Je parle avec tout le monde, même les gens qui sont des petits serveurs, des petits... Tu l'as vu, on a rigolé ce matin avec le serveur. Hier, je me suis garée et le SS, bon, le SS, c'est les gardiens de parking, on va dire. Le SS, c'est le gardien en général au Maroc. Qui me fait, alors moi, ils font toujours, tu dois braquer comme ci, comme ça. Bon, moi, je sais me garer, donc j'ai pas trop de Tu joues le soucis. jeu quand même. Je joue le jeu un petit peu. Et il m'a tapé sur ma voiture, tu vois, pour me dire arrête. Et en fait, il s'est rendu compte à ce moment-là que j'avais une plaque française. Et quand je suis sortie de la voiture, il s'est confondu en excuses d'avoir mis 2 tapes sur ma carrosserie. Mais je lui ai dit, mais arrête de t'excuser. Pourquoi tu t'excuses? Il me dit, je suis désolée, je veux pas que tu penses que je voulais abîmer ta voiture. Mais alors, c'est quelle image que tu as des gens comme moi qui viennent ici? C'est que tu as des gens qui t'ont fait la misère pour t'excuser comme ça. C'est que tu as des gens qui ont été méchants avec toi parce que tu as évité qu'ils tamponnent la voiture d'à côté. Mais jamais de la vie. Et c'est pas, je vais pas mourir pour 2 petites tapes sur ma carrosserie, tu lui as rien fait. Mais c'est ça où je comprends pas. Je me dis, mais il y a des gens qui ont été vraiment maltraités par des expatriés. Et ça, je veux jamais en faire partie. Jamais, jamais, jamais. Bah, on les voit, hein, c'est une attitude, une manière de parler. La plupart, T'as comme je vu te disais tout à l'heure, ils disent bonjour, ils disent pas salam alaikum. Donc déjà ça, tu mets une barrière directe. Et t'as vu ce matin le petit serveur, comme il était gentil avec nous, il nous entendait parler français, donc il essayait un petit peu d'être presque plus bienveillant avec nous qu'il ne l'est avec un client normal. Et moi, je leur dis toujours non. Considérez-moi comme votre égal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux pas de traitement de faveur, je veux pas. Je veux être bent nas moi aussi, tu vois. Je veux être bent beldi, tu vois. Je veux être. Je suis toujours française, je serai toujours française, c'est un fait. Mais je veux pouvoir me fondre avec vous, je veux pouvoir manger avec vous. J'ai une voisine qui a accouché il y a quelques jours. Elles m'ont invitée, quel plaisir, tu vois, de prendre un goûter avec elles, de danser avec elles. Tout est tellement fait en plus au Maroc. Les Marocains sont tellement géniaux au niveau de ça. Il n'y a pas de problème ici avec des solutions. Il n'y a pas une naissance, c'est du coup un goûter entre voisines qui finit en on met de la musique et on se lève et on danse et la petite de 2 ans va danser comme la mamie de 80 ans qui a pourtant mal au genou, mais elle va te faire voir qu'elle sait encore jouer du déhanché, etc. Ça, c'est le Maroc. Ça, c'est ce que j'aime. Partager ces moments-là avec ces gens. Et tu sais, il n'y a pas un pays qui est parfait, ou soit de blanc, soit de noir. Le Maroc est tellement complexe sur plein de sujets. Il y a du positif, du négatif.
si tu es attiré par ce pays, que tu te sens bien ici, bah, faut que tu sois conscient que tu es dans un pays où... Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais, plein d'énergie, autant du positif que du négatif. ouais. Et soit tu y arrives, soit tu y arrives pas, hein. Et surtout, je pense que au niveau de ces énergies, ben moi, je me rattache à tout ce qui est positif. Je me rattache vraiment, tu vois. Donc, ça fait 3 mois qu'on est arrivé, un peu plus de 3 mois. On a eu des petites galères. On a eu des petites galères. Un jour, je suis rentrée du désert, j'avais plus d'électricité dans l'appartement. Qu'est-ce que je fais? Moi, premier réflexe, j'avais 3 jours de retard de paiement à Amandis. Je me suis dit, ils m'ont coupé. Je suis partie voir Amandis. Ils m'ont dit, mais non, madame, oulala, avant qu'on coupe, il y a du temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, j'ai un gardien. Donc, je suis partie voir gentiment le gardien. Je lui ai dit, j'ai un problème. Il est venu, il a trouvé le problème. Il m'a dit, écoute, va acheter cette pièce-là. Et pareil avec ma boutane de gaz. Le gars qui m'a vu la dernière fois charger toute seule ma boutane dans mon coffre, il m'a dit, mais t'es folle. Mais ne pose, pose, c'est pas à toi de la porter. Et mon gardien savait que j'arrivais avec la bouteille de gaz, donc il m'a vu en haut de la résidence. J'avais pas ouvert mon coffre, qu'il était à côté de ma voiture pour attraper la bouteille. De gentillesse, de bienveillance, de pas vouloir que je porte, que je me blesse, parce que il y a ici ce qu'on appelle quand même roujoula, la virilité. Un homme, il va toujours essayer de préserver la femme au niveau des tâches physiques, tout ça. Il y a quand même ce truc où il y a des trucs, c'est des trucs de bonhomme, et il y a des trucs, c'est des trucs de femme, tu vois, ici. Mais je trouve cette facilité du service, cette bienveillance. Et il y a aussi l'aspect, un gardien est multitâche. Ouais. Donc c'est lui aussi qui va gérer, qui peut gérer les poubelles, les bouteilles de gaz, tout ce il connaît tout ce qui se La passe ici. panne, Ouais. tout ce dont tu as besoin. Moi, la dernière fois, il me manquait une petite pièce là pour ma bouteille de gaz qui avait sauté. Ah, je lui ai dit, ah, mais je suis fatiguée ce soir, c'est pas grave, j'ai un air fryer électrique, je vais faire à manger. Non, non, non. Il est parti au Hanout, chercher à l'épicerie, chercher cette petite pièce qui manquait. Il est revenu, il n'a jamais voulu que je lui donne une pièce. Bon, on lui a fait un gâteau, tu vois, il pouvait pas le refuser du coup. J'ai beaucoup de respect pour eux. Il y en a un près de chez nous, on commence à lui donner des trucs aussi, tu vois. Enfin, ils sont dans le service sans forcément attendre. C'est ça. Et on lui rend d'une certaine façon. Moi, j'ai Monsieur Salah en bas et j'ai Si Mohamed le gardien de nuit. C'est mes anges gardiens, tu vois, aussi. Parce qu'ils savent quand est-ce que je pars, ils me voient partir, ils savent quand est-ce que je rentre, ils me voient rentrer. Et je sais que si je les ai pas prévenus, par exemple, que je partais en voyage, ils vont s'inquiéter de pas me voir. Ils vont pas poser de questions, il n'y a pas ce côté intrusif, mais ils vont s'inquiéter. Ils vont se dire... bon, là, on a changé de gardien, j'en parle pas trop de celui du jour parce que j'ai quelques différends avec lui. Je pense pas qu'il va rester très longtemps. Mais ils ont cette bienveillance de se dire, tiens, dans leur tête, je sais qu'ils se disent, ah, Benti, la fille de tel appartement, elle n'est pas rentrée, tu vois. J'espère qu'elle va bien. Pas où est-ce qu'elle est en train de traîner, ah, c'est bien une Française. Non, je sais que c'est pas cette réflexion-là qu'ils ont, pas du tout. Et je les apprécie beaucoup parce qu'ils sont... ils m'aident dans mon quotidien pour toutes les galères, pour toutes les petites choses que je connaissais pas, pour comment payer ma facture, comment... Ouais, parce que toi, t'es vraiment venu seul et tu te débrouilles. Je profite de cette nouvelle interview pour passer une annonce. Donc, si vous voulez passer sur la chaîne, que vous avez un parcours de vie intéressant, que vous êtes installé au Maroc depuis quelques mois, quelques années, en particulier si vous avez un parcours atypique, que vous êtes dans la région de Fès, de Meknes, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon adresse email directement dans la description. Et si votre projet, si votre personnalité match avec nous, on pourra comme ça faire une interview ensemble et partager votre parcours sur la chaîne. Moi, j'ai chargé ma voiture avec ma vie dedans, mes chats, et je suis partie. Et j'ai laissé tout le reste, en fait. Je suis arrivée ici, je me souviens avoir pris une photo de ma voiture chargée avant de prendre le bateau et de dire aucun homme peut s'asseoir à ma table et me dire que je suis pas une femme courageuse. Aucun. Alors oui, je suis un peu fierté et tout ça, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai battu mes peurs.
plus que les battre, j'ai refusé de les écouter. J'ai refusé de les écouter. Je suis arrivée ici avec un rendez-vous avec une propriétaire que j'avais rencontrée une fois en France. Pour le coup, moi, avec un appartement que j'avais vu qu'en visio et, avec une vie et à recommencer ici de zéro. Vraiment. T'as sauté dans le vide là. J'ai sauté dans le vide comme Jaja, tu vois. Vraiment, là, je commence juste à atterrir d'ailleurs de ce saut dans le vide. Je commence juste aussi à me rendre compte, et on en parle régulièrement avec ma fille, tout l'enjeu maintenant est de rester ici, parce qu'on est tellement bien qu'aucun retour... Enfin, on n'envisage pas un retour en France. On l'envisage pas. Même si le Maroc a ses, comme je te disais, ses galères et ses côtés des fois négatifs, etc., on les accepte, on les prend. On les prend parce qu'on appuie tellement sur les côtés positifs et on trouve tellement d'énergie et de bonnes ondes dans les côtés positifs que le négatif, il passe. Et ce qu'il y a de négatif, tout le monde va te dire au Maroc, c'est la santé et l'éducation. Si on est là, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour la santé et l'éducation du coup? Pourquoi on ne peut pas aider? Pourquoi on ne peut pas contribuer à ça plutôt que de s'en plaindre? J'ai beaucoup de mal avec les petits jeunes qui veulent partir en Europe. Vous avez un pays magnifique à construire. Restez dans votre pays et modifiez. Vous avez le pouvoir et la force de modifier, de commencer à faire des changements pour modifier ce qui ne va pas. Moi, j'en suis convaincue que le changement du Maroc vient par ses habitants en premier. Et moi, j'ai envie de participer à ça, à mon échelle, parce que ma fille est marocaine, parce que je suis là et que je veux aussi, tant qu'à être là, autant contribuer. Après, c'est peut-être facile de notre point de vue. Tu vois, le côté. Faut pas que ce soit une fatalité que, genre, t'es en galère, tu vas rester en galère. Bah, il y a plein de Marocains qui s'en sont sortis en démarrant de zéro et qui ont fait des choses incroyables. Donc, c'est aussi un état d'esprit que tu peux tout réaliser si tu te donnes les moyens et que tu en as vraiment envie. Enfin, c'est dur, ça va être dur de dépasser certains plafonds, mais c'est pas impossible. Mais cet état d'esprit vient aussi de l'éducation. C'est là où en fait, c'est un cercle un petit peu, vient de l'éducation que tu peux avoir eue et des limites qu'on t'a pu te mettre et des parcours qu'on a vus parce qu'un tel de la famille est parti en Europe, regarde comme il a réussi et c'est ça l'avenir, c'est ça qu'il faut et il faut qu'il y en ait un de la famille qui parte en Europe pour supporter le reste. Non, il faut qu'il y en ait un qui mette toutes ses compétences ou qui apprenne des compétences pour le service de son pays, pour construire les choses ici. C'est un monde de possibles, le Maroc. C'est ce qui est bien en plus, c'est que tu vois, tu as quand même une facilité par rapport à la France d'entreprendre ici. Je trouve que tu as une facilité et tu as une bienveillance au niveau de ton entourage ici. N'importe qui. J'ai jamais... Ici, j'ai jamais parlé d'un projet, on m'a dit à des Marocains, et on m'a dit, ah vas-y, c'est nul, oublie. Ah vas-y, non, c'est bon. Non, jamais. On m'a toujours dit, ah ouais, ah mais c'est super ton idée, bah que Dieu te facilite, ben, on espère, Inch'Allah, que tu vas réussir, si tu as besoin de moi, si t'as... Ah mais je connais un tel qui pourrait t'aider dans ton projet, on a justement cet engouement ici que on souhaite la réussite aussi quand même à l'autre. Ce que je te disais, vouloir pour son frère ce qu'on veut pour soi-même, on le retrouve quand même ici. On souhaite la réussite à l'autre. En France, malheureusement, j'ai pas vu ça autour de moi. Et moi-même aussi, je me suis pas toujours mis dans cette position. Moi aussi, j'ai été des fois à dire, ouais, mais là, ton projet, peut-être que, parce qu'en fait, on nous conditionne beaucoup sociétalement à être de bons salariés, à être de bonnes personnes qui disent rien avec leurs 9h, 18h et leurs gros impôts à payer surtout. Et voilà. Mais ici, non, c'est différent. Même ça commence à bouger en France par rapport aux entrepreneurs, mais ça reste quand même une catégorie de personnes un peu marginalisées où ils font leur truc à côté, quoi. C'est Et ça, c'est ça. il y a des facilités, mais
il y a quand même beaucoup de freins à te développer. Exactement. Et puis, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat en France, très souvent, c'est des personnes quand même qui ont travaillé leur mindset, qui sont intéressés un petit peu à leur développement personnel, à tout ce qui est croyances limitantes, à tout ce qui est barrière de peur, à tout ça en fait. Et je pense que de toute façon, si tu t'intéresses pas un peu à tout Tu ça, vas devoir y passer si tu veux continuer. tu Ouais. peux pas. Voilà, Et tu c'est peux ça qui est pas. riche en tant qu'entrepreneur. Complètement. Tu te développes professionnellement, mais personnellement et spirituellement, Et je trouve parfois. que, ouais, et que c'est le plus important justement, moi, dans ce parcours-là. En fait, l'entrepreneuriat t'oblige, t'oblige, il n'y a pas d'autre mot, ça t'oblige, si tu veux rester entrepreneur, à faire du développement personnel, à changer ton état d'esprit, à évoluer, à t'entourer des personnes, comme on dit, les 5 personnes autour de toi. Voilà, c'est tout ça. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est se développer personnellement, c'est chercher, c'est accepter l'échec, accepter de tomber, accepter l'échec, mais comme une expérience, comme tu la revalorises en fait. Derrière ton échec, il est revalorisé parce que tu sais ce que tu ne dois plus faire et tu sais sur quoi tu dois travailler, etc. Un apprenti sage. Il y a le mot sage dedans. Exactement. Hmm. C'est vrai que je l'avais jamais décomposé comme Si, ça, si, l'apprentissage. il y a de la sagesse. Magnifique. On apprend de ses erreurs et on Exactement. fait mieux, on rebondit, on repart. Ouais, faut pas avoir. Enfin, c'est des limitations et des peurs. C'est ça. Mais une fois que tu y vas, que tu les dépasses, ça te fait grandir. Exactement. Et puis en général, du coup, tu rencontres d'autres personnes quand tu es dans l'entrepreneuriat. Des gens qui y sont déjà et des gens qui ont cet état d'esprit-là et qui t'aident à l'atteindre, qui te rappellent qu'il faut penser positif pour attirer positif. Moi, des fois, c'est pas que je suis quelqu'un de négative, je suis quelqu'un de plutôt positif, mais j'ai souvent quand même de l'anxiété. De l'anxiété parce que je suis une maman seule. J'ai laissé mon fils qui est majeur quand même, mais je l'ai laissé en France. J'ai ma fille avec moi ici, dont j'ai l'entière responsabilité d'un point de vue éducatif, financier, etc. Par rapport à ça, je me mets des fois des angoisses de est-ce que je vais y arriver, etc. Et là, je me dis non, 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 la loi de l'attraction, Fanny. Tu es belle, tu es merveilleuse, tu vas y arriver. Tu es riche, tu es riche, tu es riche. Je suis pas riche, mais je le serai bientôt si j'y pense fort. Tu vois, c'est tout ça, c'est... Le conditionnement, la petite voix dans ta tête sont très importants. Et surtout, il faut que ça passe par des actions. Ouais. C'est ça qui doit t'amener à poser les bonnes actions au bon moment, ne pas Exactement. t'éparpiller. Parce on a aussi des profils d'entrepreneurs qui partent dans tous les sens. Et une fois que tu mets ton énergie au bon endroit et que tu y vas, bah, tu commences à décoller. Et puis en plus, toutes les portes s'ouvrent en général. Moi, je le vois quand je commence vraiment à me concentrer sur quelque chose. Il faut voir vraiment, enfin, faut le vivre, je pense, pour y croire. Euh, T'as des choses des rencontres inopinées, inattendues, qui t'arrivent dans la vie, que tu n'avais même pas imaginé envisager. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, mon amie Loubna, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, j'étais au Maroc depuis 3 jours. J'étais partie faire un forfait téléphonique. Et j'ai rencontré une femme, vraiment, on ne peut pas dire par hasard, parce qu'on a une connexion telle, et en fait, on en parle souvent toutes les deux. Moi, j'avais besoin de quelqu'un comme elle sur qui m'appuyer au Maroc, tu vois, et une femme, parce que je m'entends souvent mieux avec les hommes, parce que je travaille avec eux depuis très longtemps, et donc j'ai l'habitude de les avoir dans mon cercle. Et là, une femme, ça m'a changé. Elle m'apprend des codes à avoir aussi ici que j'ai pas forcément, qu'un homme ne pourrait pas forcément me donner. Et on se complète. Et en fait, elle me dit souvent, t'es arrivé au bon moment dans ma vie. Et je lui dis, mais je te retourne la chose. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment espéré en arrivant ici. Trouver quelqu'un sur Tanger avec qui je match comme ça. Et,
et on est chacune une épaule l'une pour l'autre. Il y a ce côté que j'en parlais peut-être pas avant, c'est que c'est dur de se faire des amis, des relations au début quand tu débarques au Maroc. Ouais. Et justement, en parlant avec tous ces étrangers qui sont installés ici, souvent il y en a qui n'ont pas réussi à avoir ça comme toi tu l'as eu. Moi, en fait, au début, donc j'ai fait cette rencontre au bout de 3 jours, mais je l'ai pas recontacté de suite. Déjà parce que j'étais dans mon installation et tout, et on nous martèle aussi beaucoup, ne pas donner sa confiance à n'importe qui, faites très attention au Maroc. Et on te le dit tellement qu'à un moment donné, tu sais plus où te positionner par rapport à ça, et tu sais plus si tu dois rencontrer des gens ou pas rencontrer des Tu vas gens. bloquer inconsciemment même. Voilà, tu peux bloquer inconsciemment. Et en fait, je me suis débloquée de ça parce que j'ai rencontré des gens. Alors moi, j'ai rencontré beaucoup de gens grâce à toi. J'ai rencontré Mustapha, que tu avais interviewé pour LM Retraite, pour qui d'ailleurs je travaille maintenant. Coucou Mustapha. Salut. On développe l'activité LM Retraite au Maroc et une partie fiscalité. Donc on vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait avec Mustapha juste ici. Exactement. Et j'ai rencontré Mounir aussi, dédicace Mounir, que j'ai rencontré sur ton Telegram, qui est un MRE qui était venu s'installer il y a à peu près un an à Tanger. Récemment, il y a Zach aussi qui s'est greffé. En fait, on s'est dit, ouais, si on faisait du padel, bah ouais, bah, il faut des gens pour faire du padel. Moi, je sais pas faire du padel. Mais on m'a dit, allez, chaud. Moi, je suis toujours partante, en fait, pour vivre une nouvelle aventure. C'est ça le truc. Et du coup, voilà, je m'adapte facilement. Et quand je trouve des gens qui ont cette même énergie que moi, de juste vouloir partager avec bienveillance, il n'y a pas d'attente, on n'a pas d'attente entre nous, rien. Donc, ça se fait. J'ai rencontré Nadia, j'avais mon amie Karima, du coup, qui maintenant, on se voit beaucoup, donc je connais ses sœurs, etc. Je me suis fait cet écosystème-là, et, euh, et en fait, je cherche pas à avoir un grand nombre d'amis, parce que c'était déjà pas le cas en France. Je suis quelqu'un aussi très solitaire. Mais là, les amis que je me suis fait, c'est vraiment des gens sur qui je peux compter. Et ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur moi. Et ça, c'est chouette. Et il faut pas se mettre de barrières, en fait. Il faut oser faire des rencontres. Il faut oser... moi, ça m'est arrivé dans le TGV de parler avec la personne en face de moi. Et pourquoi pas? Tu n'avais pas tes écouteurs et ton réduction de bruit. Non. J'avais un livre dans les mains, et c'est ça qui a lancé la discussion. Parce qu'il a vu que c'était un livre français, il m'a dit, ah, j'ai fait mes études en France. Ah bon, vous avez fait vos études en France? On a discuté, c'est un monsieur qui est architecte ici. Et voilà, je pense que justement, le fait que je sois déconnectée souvent de mes écouteurs, de mon téléphone, que je puisse être assise toute seule dans un coin en train de contempler juste l'horizon, assise sur un banc, les gens me pensent des fois perdue. Donc ils viennent me voir, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, je suis juste là. Et faudrait reconnecter un peu l'humain avec l'humain. Ce serait pas mal. On s'est trop déconnecté. Maintenant, chacun est dans sa bulle. C'est trop flagrant. C'est ça, hein. Ouais. Je le vois même juste à la salle de sport. Bon, c'est un peu spécial aussi, mais chacun est dans son truc. Personne parle avec personne. Il n'y a pas forcément d'échange entre vous, il n'y a pas de... Et je trouve ça dommage. Et vraiment, moi, j'essaye de me défaire de ça. Et mon téléphone est quasiment toujours sur silencieux. Désolée pour ceux qui essayent de me joindre. Mais c'est vrai que je veux pas que ça prenne un pas sur ma vie sociale. Je veux pas que mon téléphone soit mon seul outil social. Je publie beaucoup moins en ce moment sur Instagram parce que tout simplement, j'ai aussi arrêté d'y aller pour arrêter de scroller et avoir des vraies relations avec des humains. Nadia, voilà, 3 fois par semaine, on va se faire 10 kilomètres sur la corniche. Et après, on enchaîne avec un super petit déjeuner, un moment passé ensemble toutes les deux. Ça me prend 3 heures en Je pense général. on va y revenir à ça, hein. Ouais. Mais sur ces 3 heures, il n'y en a aucune de nous qui touche son téléphone, naturellement. On n'est pas là-dedans, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, on est tellement contente de pouvoir partager un moment.
Voilà, je ne supporte pas les gens si quelqu'un, je vais au restaurant avec quelqu'un ou je vais boire un café et que la personne commence à aller sur son téléphone, je sais qu'il fera pas partie de mon cercle d'amis. Si c'est pas une Et s'il va urgence, scroller sur des reels, mais je me casse. Je fais semblant que je vais aux toilettes, je paye si je suis gentille toute l'addition, sinon juste ma part et ciao ciao. Sans crier gare, je suis capable maintenant de faire ça, de même plus être poli en fait, alors que je suis quelqu'un d'extrêmement poli, mais parce que non, on est des humains, arrêtez de toujours passer par les réseaux, par le fake, par... C'est ce que je te disais, j'ai un peu des fois du mal avec mon image personnelle, etc. Et pourtant, je suis quelqu'un qui utilise aucun filtre depuis des années. Et je trouve que voilà, on est tout le temps biaisé par une fausse image des gens, par des fausses... On fait voir que ce qu'on a envie de voir. C'est pareil, la vie d'expat au Maroc, c'est pas... Tu peux réussir sans que ce soit villa avec piscine et machin, tu vois. On nous renvoie aussi tellement cette image de nous, on est parti au Maroc et on a fait notre vie, et l'image, c'est la grande villa, la piscine, la grosse voiture, la grosse voiture, les les 4 gamins restaurants à de l'école luxe. privée, les restaurants, les voyages et tout. Non, très bien pour eux, tu vois, et cool, et c'est bien. Et si j'avais moi aussi ces moyens-là, j'espère, Inch'Allah, peut-être que dans 3 4 ans, j'aurai aussi. Alors, une villa avec piscine, ça m'intéresse pas forcément, mais ma maison Bldi comme je l'aime et dans mon état d'esprit. Mais si tu veux, c'est pas parce que t'as pas ça que t'es pas heureux. Faut arrêter de calquer sa recherche de bonheur sur ce que les autres ont, sur les biens des autres, et cherchez ce que vous voulez en vous. Tu connais l'histoire des 3 génies par rapport au bonheur? Vas-y. T'as le premier génie, alors je vais mal la raconter parce que je m'en souviens pas trop, mais en gros, ils doivent cacher le bonheur. Il y en a un qui dit, bah, on va le cacher au sommet d'une montagne. L'autre, il dit, bah non, ils vont trouver des trucs d'oxygène, ils vont marcher, ils vont aller le chercher. L'autre, il dit, ok, bah, on va le cacher sous l'eau. L'autre, ah non, ils vont faire des sous-marins, ils vont plonger, ils vont réussir à le trouver. T'as le troisième qui dit, non, mais les gars, le bonheur, cachez-le en eux-mêmes. Ils vont jamais avoir idée d'aller le chercher. Et ça, c'est flagrant en fait. Le bonheur se trouve en soi-même. L'introspection de qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi-même, qu'est-ce qui nous correspond, ne passe pas par le scrollage sur les réseaux, ne passe pas par baver devant la vie des autres en fait. Et c'est pas le matériel qui te rend heureux. Tu vois, tous ces gens qui ont beaucoup d'argent ou qui veulent afficher une certaine richesse, la plupart sont malheureux ou tristes si tu grattes vraiment, tu vois, à l'intérieur. Seul. Voilà. Et pour moi, l'équilibre, c'est d'être à l'aise un peu partout, de te sentir à ta place partout et de cultiver une richesse intérieure. C'est vrai que le matériel est important dans le sens, quand t'as pas d'argent, t'as la pression de comment je vais manger, comment je vais payer mon loyer. Mais une fois que t'as sécurisé ça, Ouais, c'est- alors moi j'aime souvent dire que je suis un caméléon. C'est ce que tu dis, je suis un caméléon. Mm. Par mon métier précédent, j'ai été dans des endroits très luxueux, j'ai été dans des hôtels à 600 euros la suite et la nuit, payés par des fournisseurs. Déjà, quand j'y pense, ça me hérisse des fois le fric dépensé dans ce genre de meeting, de réunion. Et à côté de ça, comme on parlait tout à l'heure, j'ai ma vie au désert aussi. J'ai ma vie où j'ai rien, et parce que je n'ai rien, je n'ai besoin de rien, et parce que de toute façon il n'y a rien, on ne se crée pas de besoins supplémentaires, on fait avec ce qu'on a. J'aime passer du temps avec les gens du désert pour ça, pour leur résilience face à la vie, face à ce qu'ils ont, leur capacité de s'adapter à ce qui est disponible. Je me souviens d'une fois, on est parti camper en bivouac avec mon ami Omar dans le désert. Et j'ai aussi un ami Omar. Et, euh, et en arrivant à notre point de camp avec le chamelier, on commence à tout décharger. Là, Omar me dit, oh, j'ai oublié le tagine. oups. Oups, qu'est-ce que tu fais? Tu vas marcher 6 heures aller-retour pour aller chercher un tagine? Non. Tu repasses 5 jours à te servir de la, Gamela, alors. voilà, on avait une poêle. Donc la poêle, plus on a fait un espèce de couvercle avec la théière C'est des devenu fois. un tagine. Voilà. En fait, tu fais avec ce que tu as. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Et
Ça te Sinon, dérange pas? il va appeler un ami qui va lui ramener en moto. Il y a cette possibilité aussi. Mais justement, moi, j'aime bien ne pas faire appel à l'ami. Ouais. J'aime bien pouvoir me contenter de ce que... Ça m'a appris beaucoup de choses, le désert. Ça m'a appris à me défaire justement de beaucoup de besoins que je m'étais créés inutilement, de vraiment de réfléchir autrement et de me recentrer. Et ça me remet énormément à ma place humaine, à qui je suis réellement. Parce que quand tu n'as rien, tu n'as besoin de rien. Et tu as toute la place dans ton esprit pour créer, pour penser, pour tout ça. Moi, le désert, je peux rester des heures en silence dans le désert. Pourtant, je suis avec un ami, mais on peut ne pas parler pendant des heures. Et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je fréquente aussi beaucoup le peuple amazigh. Ils ont... tu parles pas pour rien dire, en fait, chez eux. Tu parles si tu as quelque chose d'intéressant à dire. Tu parles, tu vois, tu parles pas dans l'esprit de juste déblatérer et tout ça. Et d'ailleurs, c'est des gens il y a très peu de médisance, il y a très peu, on ne parle pas des autres, on ne parle pas. Non, on est avec soi-même, on est à l'intérieur de soi-même les trois quarts du temps. Et ça, je trouve que c'est hyper important et que tout humain devrait pouvoir vivre ça. Ouais, c'est un grand thérapeute. Les déserts, se reconnecter un peu à la nature, Exactement. l'horizon, le Et à soi, silence. Bien sûr, ça fait du bien, hein. complètement. 1 ou 2 fois par an, une petite retraite au désert. Darore, obligatoire. Et je t'en ai parlé un peu en off. 2026, on lance Objectif Maroc 2.0. Donc c'est un accompagnement sur 3 mois Ouais. pour... j'en ai déjà fait quelques-uns là. Pour l'instant, j'ai eu que des femmes que j'ai accompagnées et j'ai aidé à s'installer, à développer leur projet. Donc on va vraiment mettre ça davantage en place avec Omar. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce que quand tu connais pas trop le pays, tu vois ça comme quelque chose de bénéfique? Pas Est-ce que... bénéfique, indispensable. Vas-y. Indispensable. Indispensable. Tu peux pas arriver comme ça et t'as beaucoup de femmes, enfin c'est exclusivement féminin pour l'instant les accompagnements que t'as. Messieurs, mettez vos égos de côté. On accueille les hommes aussi, ouais. Ouais. Et puis S'ils en ont besoin. il faut mettre son ego de côté. Certes, il y a cette truc de dire ouais, je suis un homme, de toute façon j'y arriverai, ou je suis marocain d'origine, je connais, ou non, même si vous êtes MRE, vous connaissez peut-être le Maroc que vos parents vous ont raconté, vous avez vu le Maroc en vacances, mais recommencer, s'adapter à cette vie ici quand vous avez eu une vie européenne, c'est pas la même chose. Pour moi, c'est important de se faire accompagner réellement. Le Objectif Maroc 2.0, pour moi, c'est nécessaire. C'est nécessaire quand on veut s'installer au Maroc, quand en plus on n'est pas... Parce que ta formation, elle est très bien et elle est parfaite quand on est autonome et qu'on a du coup ce, ce projet déjà un peu amorcé et du coup on a les informations pour avancer, etc. Quand on sait vraiment pas par où commencer et qu'on sait presque pas pourquoi on veut venir, parce qu'il y en a, c'est comme ça, ils entendent le Maroc, donc on veut aller au Maroc, mais pourquoi? Je te connais maintenant, je connais un petit peu Omar pour la discussion qu'on a déjà eue. C'est dans la bienveillance, c'est dans l'intérêt que vous faites ça de l'autre, pas dans votre intérêt. Et c'est individuel. Donc on s'adapte à chaque personne. Exactement, vous êtes capable de cerner en fait la personne, son caractère aussi et en fait sa vie qu'elle avait et qu'est-ce qui peut lui correspondre ici. Vous avez maintenant cette expérience-là, vous avez ce recul et cette vision-là. Et c'est pour ça que pour moi, ta formation et ton accompagnement, ils peuvent être que riches. Il faut rappeler, ça fait 12 ans maintenant, en 2026, ça fera 12 ans que tu vis au Maroc. 12 ans, c'est pas rien, tu vois. Et 12 ans d'expérience à partager. Et je pense que tu as vu en plus passer beaucoup de profils. Toi-même, de ton expérience, tu étais arrivé avec une idée sur la perma et tout, je m'en souviens. Puis regarde-toi aujourd'hui. Tu vois l'évolution
que tu as eu et vers quoi tu t'es tourné parce que tu as vu aussi qu'il y avait un besoin, tu as vu qu'il y avait une souffrance de personnes qui veulent venir, qui sont sincères dans leur démarche. Mais tu peux pas juste venir et... Pour moi, venir sans accompagnement, honnêtement, c'est voué à l'échec, quasiment. Désolée, hein, ça va peut-être choquer. Il y en avait peut-être qui vont se dire oui, mais moi, je sais que. Waha, agis, viens, d'accord, viens. Viens me faire voir comment, sans rien connaître de A à Z, tu viens t'adapter ici. Tu peux réussir, mais ça va peut-être prendre plus de temps ou tu vas passer vraiment par des cas compliqués. Exactement. L'accompagnement, ça permet peut-être un petit raccourci et ça peut t'éviter. Le découragement aussi. Hmm. Comme tu as dit, tu peux réussir, mais tu vas prendre plus de temps et ce temps peut se transformer en découragement. Tu vas tomber sur des cas compliqués où tu vas peut-être te sentir très seul face à ça, ou te dire, bah, et ça, je le gère comment, je le fais comment. Euh, pour moi, c'est pour ça que c'est un investissement, mais c'est une assurance, entre guillemets, presque, que tu aies du soutien, que ça puisse bien se passer. Après, on est maître de ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es accompagné que il y a une garantie de réussite, un gage de réussite. Parce que tu peux pas sauver quelqu'un qui peut pas se sauver lui-même. Tu ne peux pas faire pour les autres ce qu'ils ne veulent pas faire pour eux-mêmes. Par contre, tu peux les orienter de façon à leur faire gagner du temps, de l'énergie, vraiment. L'énergie, quand tu arrives ici, tu vois, t'es plein de bonne volonté, t'es plein de bonne énergie, etc. Mais tu la diffuses dans des petits moments du quotidien, tu la perds aussi dans des petits moments du quotidien où tu te dis, ah oui, mais ça, ah, j'avais pas pensé que ça se passerait comme ça, ah oui, mais ça. Moi, j'ai fait un gros travail sur ne plus prendre 4 ou 5 rendez-vous par jour parce que tu sais que personne va les gérer en fait. Il y en aura forcément 3 qui vont sauter ou ça va pas se passer. Ou tu commences un rendez-vous et puis finalement vous allez manger ensemble et puis ça se poursuit. Donc faut être beaucoup plus cool sur L'adaptabilité. ouais, il faut être beaucoup plus cool sur ces journées, euh, je pense qu'ici, il faut aussi être tolérant avec soi-même, tolérant avec les autres. Et faut se détacher un petit peu des cases qu'on nous a données, très, comment on dit, très organisées, très tout ça, parce que tu te fais du mal, en fait, ici, si tu penses que tout le monde est aussi organisé que toi. Si tu penses que parce que toi, t'as donné rendez-vous à 10 heures, la personne, elle va faire des pieds et des mains comme toi, tu le fais pour être là à 10 heures. On l'a Non, expérimenté on l'a encore ce matin. expérimenté. Voilà. Et tu vois, ce qu'on leur dit aussi, c'est que l'accompagnement, c'est pas faire les choses à ta place. On te donne le maximum de clés de nous, ce qu'on comprend de l'installation, de l'entrepreneuriat, pour que tu réussisses. On peut t'orienter vers telle ou telle action par rapport à ton objectif, mais c'est toi qui fais les actions. Tu es, C'est toi le moteur. et puis tu es maître en fait, tu es maître de ta vie. Un accompagnement, c'est pas prendre la responsabilité de ta vie et puis de la vie du client qui a payé cet accompagnement et puis l'amener. Non, l'accompagnement, c'est l'aider à aller là où il veut aller. Mais lui doit d'abord savoir lui-même où est-ce qu'il C'est veut ça. aller. Donc Ah, c'est le l'accompagnement, premier travail voilà, parfois. c'est le premier travail d'accompagnement. C'est moi, je suis là pour t'accompagner, mais est-ce que tu sais vraiment où veux-tu que je t'accompagne? Et quand tu poses cette question, il y en a plein qui savent pas. Je t'ai dit, moi, la première, quand j'ai commencé ta formation, il y a des questions qui m'ont percutée parce que je me les étais pas posées comme ça, et tu m'as mis face à des réalités qu'il fallait que je prenne en compte que j'avais pas sur mon lieu de vie, par exemple. Sur les besoins qu'aurait ma fille, sur les besoins que j'aurais pour retourner en France, voir ma famille, ou pour que ma famille puisse venir me visiter facilement. C'est, voilà, c'est beau de vouloir habiter à Orica, c'est beau de vouloir habiter, moi, dans le désert, c'est beau de, tu vois, mais il y a des réalités. Et ce qu'on aime n'est pas forcément ce qui est possible ou ce qui va être productif pour nous.
tu vois. Il faut des fois se poser les bonnes questions et c'est ces questions-là. Il y a le côté passion et il y a le côté réalité aussi. Il y a, voilà, on peut pas. Moi, j'ai un petit projet dans le désert. J'ai formé une jeune fille à la pâtisserie pour qu'elle soit autonome, qu'elle puisse fournir des pâtisseries françaises, des desserts, des gâteaux d'anniversaire, de mariage, etc. aux hôtels. Euh, c'est elle maintenant qui a les clés dans sa main pour faire quelque chose avec ça. Et c'est même pas une pression pour moi de savoir est-ce qu'elle va le faire. Je l'ai accompagnée aussi dans ça. Maintenant, c'est elle qui a ces clés-là. Moi, ce projet, il me tenait à cœur. J'aurais aimé le faire et être H24 dans le désert, mais je me rends compte, en faisant de l'introspection dans moi-même, c'est pas possible pour mon équilibre. Donc, je le laisse à quelqu'un qui vit déjà là-bas et qui fait sa vie. Et moi, je suis quand même là en soutien et je suis là pour venir, comme tu dis, 2, 3 fois par an. Moi, j'y vais un peu plus que ça dans le désert. Mais voilà, mon équilibre ne peut pas être une vie à 100% dans le désert. Mais mon équilibre comporte des moments où je vais en retraite dans le désert. Et il faut savoir où est son équilibre entre ce qui est réalisable, ce qu'on veut, etc. Ouais, d'où l'importance de se connaître, se comprendre, savoir ce qui nous fait du bien. Et un dernier truc sur l'accompagnement, j'aime beaucoup aussi le côté psychologique, où t'es vraiment un soutien pour la personne et elle sait qu'à tout moment tu peux la comprendre, la soutenir. Parce on n'en parle pas assez, mais il y a un côté psychologique très présent aussi de changer de vie, d'aller dans un pays que tu connais pas. Et c'est ce que je dis, enfin, c'est par là que je veux venir quand je te dis les premières questions, enfin, que je me suis posées sur ta formation, c'était des questions d'ordre très psychologique. On n'était pas dans le financier, dans le pratico-pratique de la vie, voilà. Combien coûte un kilo de banane? Voilà, non, c'était pas là-dedans, mais c'était autre chose et ces questions sont hyper importantes et il faut pas les laisser de côté. Et toi, Stéphane, bon, pour moi, tu es fait pour ça, pour pousser les gens à de l'introspection, pour vraiment, tu sais appuyer dans ton raisonnement et dans tes questions, mais parce que je pense que tu es passé par là dans ton parcours personnel aussi. Donc tu transmets aussi ce que tu as pu faire et comment tu as pu évoluer. Mais effectivement, l'accompagnement et le côté psychologique, moi j'ai toujours su en venant que si j'avais un problème aussi, tu étais là. Que si j'avais besoin d'un contact, si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais compter sur toi ou sur Omar. Et quoi de plus rassurant? Quoi de plus rassurant? Parce que vraiment, quand vous arrivez et que vous changez de vie au Maroc, c'est pareil, tu vois, il y a la famille de ma fille qui est là et je m'entends bien avec eux, mais ils ont leur vie. On n'est pas là en vacances comme avant où tu sais, tu peux te pointer chez eux, ils savent que tu es là pendant un mois, donc ils sont prêts à que tu te ramènes. Non, là, c'est très différent, tu vois. Hier, ma fille a été manger le couscous là-bas. C'est une très grande famille. Ils sont 10 ou 11 à la maison. Et elle m'a dit, ça fait bizarre parce qu'on n'était que 4. Et parce qu'ils travaillent, parce qu'ils sont en train de faire leurs études, parce que tout ça. Et c'est vrai qu'elle a tellement eu l'habitude que ce soit de les voir dans des vacances, donc que tout le monde soit là, que là, tu vois, tu découvres en fait les gens aussi dans leur quotidien, dans leurs préoccupations. Et leurs préoccupations, c'est pas forcément toi. Alors que si tu as un accompagnement, tu deviens un peu la préoccupation de Stéphane, quoi. C'est ça. Hmm. Bah, j'en profite, n'hésitez pas à nous contacter. On a un WhatsApp spécial pour vous aider à réussir votre installation. Et bah, je peux dire, c'est un tout petit pourcentage Ouais. qui prendra un accompagnement et on n'en prend pas 10 en même temps. Donc, prenez un appel avec Omar et on vous guidera. Je pense que toi aussi, tu vas développer ce côté appel, puisque tu gravites aussi autour d'Objectif Maroc. Donc, Exactement. Moi, quand je suis convaincue de quelque chose, j'y vais. Et Objectif Maroc, c'est quelque chose qui m'a convaincue. Enfin, et dans sa finalité, maintenant, je veux dire, je trouve que c'est très bien qu'il y ait Objectif Maroc 2.0, l'accompagnement. Je trouve que c'est vraiment la continuité et que c'est une logique des choses. comme si tout aboutissait à ça, tu vois, au final. Exactement, exactement. À l'accompagnement, à l'humain.
directement Ouais, l'humain. en one-to-one, en face-to-face. C'est de l'accompagnement individuel. Et moi, j'ai envie aussi d'être présente dans cette aventure parce que je suis passée par là, parce que je connais aussi quels peuvent être justement les doutes, quelles sont les pistes. Et hier, j'ai eu au téléphone Sandra qui est en accompagnement, Sandra, ouais, Ouais. qui est en Salut ac- Sandra. coucou Sandra, qui est en accompagnement. Elle arrêtait pas de me dire, mais Fanny, mais tu te rends pas compte, mais ça, faut que t'en parles, faut que tu fasses des reels sur Instagram, faut que tu en parles. Toi, tu es toute fraîche dans ton arrivée au Maroc, donc tu connais les débuts des problématiques. Et en fait, je pense que je me rends pas compte. Tu réalises pas, ouais. Non, je réalise pas. Je réalise pas, mais voilà, c'est pareil. Moi, je suis là si vous voulez qu'on ait un call et pour vous orienter sur est-ce que l'accompagnement vous correspond ou non? Est-ce que c'est un réel besoin que vous avez? Voilà, on est là pour ça et je pense que moi, c'est avec plaisir en tout cas que je prendrai des appels s'il faut et pour discuter vraiment de cet accompagnement, de cette nouvelle vie au Maroc et de l'importance que ça a de se faire accompagner. Et toi, tu as un Instagram aussi. Tout à fait, Tu as commencé à parler de ce sujet. tout à fait. Donc mon Instagram, c'est Safartouki. Safartouki Business, c'était un petit peu entreprendre du désert à l'entreprise. Tout me ramène souvent au désert et je me relie beaucoup à ça. J'en parlais avec Stéphane, j'ai un peu du mal à faire du contenu parce que c'est pas ma nature première, mais je vais faire des efforts parce que je sais que ça marche, je le vois, j'ai des retours positifs, on me dit que ça plaît, etc. Et j'ai envie d'informer les gens aussi sur le budget, sur tout ça. Comme je te disais, j'ai filmé des halls de courses, mais j'ose pas les sortir. J'ai gardé toutes mes tickets. Toutes mes tickets de caisse pour développer, tu vois, parce que moi, je fais mes courses, je suis caméléon, encore une fois. C'est-à-dire que, oui, je vais à Carrefour pour certains produits, mais sinon, c'est le souk. Je vais au souk, dans un quartier populaire. Shhal matisha, combien les tomates? 7 dirhams, 7 dirhams, 6 ou 7 dirhams. Voilà, on est là-dedans. On est vraiment dans le côté Beldi, dans le côté vraiment dans le Maroc, dans son authenticité. Et j'aime trop ça. Et je me vois pas, je te jure, quand je vais à Carrefour, je regarde même pas les fruits et légumes, par exemple. Parce que pour moi, en étant ici, je peux pas les acheter ailleurs qu'au souk, tu vois, c'est une normalité. La viande chez le boucher, enfin tout ça. J'essaye de, En fait, j'essaye aussi de faire vivre tout ce petit commerce de proximité, tous ces gens-là qui sont adorables. En arrivant, ma fille, elle a eu un problème pour sa carte SIM, elle n'arrivait pas. Il y avait eu une mise à jour iPhone, c'est un bazar. Si tu sais le nombre de minutes qu'a passé Moul Hanout, donc le monsieur de l'épicerie, pour lui changer sa carte, il lui a changé peut-être 3 fois d'opérateur, hein, gratuitement, juste pour l'aider, alors que donc quand on est arrivé, elle parlait encore très très peu d'Arija. Maintenant, elle se débrouille. Lui parlait pas français, mais il avait à cœur, vraiment. Et ici, ils ont à cœur ça. Comme je t'ai dit, Oui, c'est très présent. quand il m'a vu prendre ma boutane pour la monter dans le coffre, j'étais folle pour lui de faire ça. Ils sont là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont là. C'est des gens qui font aussi des crédits pour les familles, qui permettent à des familles de finir les fins de mois, qui permettent tout un écosystème de village. Il ne faut pas les oublier. Il y a Marjane, il y a Carrefour, mais il ne faut pas oublier tous ces commerçants de proximité qui vous offrent un service incroyable. On se plaint qu'en France, ça n'existe plus. Ne faisons pas ça ici. Et il y a tellement de Marocains maintenant qui ne vont plus que au Marjane, au Carrefour. Donc, si ça continue, Ben, cette culture des épiciers va ouais. mourir aussi. Et je trouve ça très dommage parce que justement, on s'en plaint. En France, on n'a plus, et surtout dans les zones rurales, etc. Donc, ne tuons pas ces petits commerçants qui font vivre leur famille avec ça, mais qui aident d'autres familles aussi à vivre avec ces fameux carnets Oui, c'est où des banquiers. c'est des banquiers, c'est des banquiers, c'est des prêteurs. Mais
faut pas que cet écosystème se perde au Maroc, vraiment pas. Il faut vraiment encourager ces gens, il faut encourager les initiatives. Moi, tu vois, j'avais une étagère à faire, il manquait une étagère dans mon meuble de cuisine. J'ai été voir un petit menuisier ici dans le village, le garagiste. Je suis arrivée, j'avais une vidange à faire, des travaux à faire. J'ai trouvé qu'ici à Nouinouich, il y avait un garagiste. Ben, c'est lui que je vais voir. Et je sais que si j'ai le moindre problème, je lui passe un coup de fil. Il est au taquet pour moi. Et c'est ça que le Maroc apporte. Plus de contact humain. Service, contact humain, bienveillance, gentillesse, sourire. Et regarde, je suis descendu de la gare à Tanger. J'ai galéré un peu à trouver un taxi. Je trouve un. Il y a une femme qui vient après, qui s'assied à côté de moi. Et je connaissais pas du tout le quartier où j'allais aller. Mm. Elle voyait que je regardais sur mon téléphone. Direct, elle a commencé à checker, tu vois. Tu vas où? Elle explique au chauffeur, il va là, dépose-le là. Voilà. Et ça se fait tout seul. Ouais. Moi, j'aime d'amour vraiment les gens du Maroc pour tout ça. Vraiment, ça me... C'est pas à 100%, mais ça arrive très souvent, quoi. C'est pas à 100%, mais très régulièrement. Moi, j'ai jamais été en galère en fait ici. Ouais. J'ai jamais été en galère. Je me suis jamais sentie perdue. Moi, en France, jusqu'à l'année dernière, quand j'ai un problème, j'appelle maman, hein. On en est encore là, hein. Ici, j'ai encore jamais appelé maman pour un problème. Bon, déjà parce qu'elle pourrait pas le résoudre d'où elle est. Non, mais c'est surtout parce que je suis jamais arrivée à ce point. Et l'année dernière, j'avais souvent des coups de blues. J'avais souvent, des fois, j'avais un grain de sable dans ma journée qui venait enrayer ma journée. Ça me mettait dans tous mes états et je pouvais bougonner et rester, du coup, dire, eh ben, puisque c'est comme ça, je vais me coucher et puis je dors pendant 3 heures. Au Maroc, je n'ai jamais vécu ça. J'en parle avec une amie, je lui dis, regarde, est-ce que une seule fois depuis que je suis arrivée, je t'ai dit que je suis au bout de ma vie ou quoi? Non, jamais. Jamais parce qu'on me laisse pas être au bout de ma vie ici. Même si les gens ils voient un petit atome de tristesse en toi, ils vont tout faire pour l'enlever, tu vois, par leur joie, par leur chant, leur danse, tout ce qui peut leur passer par la tête. Tu n'as pas le droit d'être triste au Maroc. Tu n'as pas le droit. Au Maroc, j'ai appris, ma kain mouchkil, il n'y a pas de problème. Le mot problème ne fait pas partie de leur langage. La solution, Et c'est parfois un problème. Mais ça, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Je suis pas encore. Mais Mais c'est beau quand on t'aide avant même que tu aies demandé, parce que la personne l'a senti, juste parce qu'ils sont très bons pour Ouais. analyser le comportement humain Et inconsciemment. c'est d'autant plus beau que moi, je suis quelqu'un qui ne demande pas d'aide. J'ai été éduquée à ne pas demander. Et, euh, et du coup, je demande pas d'aide. Même en France, enfin, je veux dire, j'ai refait ma maison entièrement toute seule et tout. Combien de fois j'ai des amis qui m'ont dit, mais t'as fait ça toute seule, mais t'es tarée, pourquoi tu nous as pas appelé? Mais porter des trucs de dingue et tout, ou porter le sèche-linge toute seule sur un étage, enfin, à me casser le corps, mais parce que demander de l'aide, j'ai peur de déranger, etc. Et le fait qu'ici, avant même que je demande de l'aide, on le sente et qu'en fait on vienne m'apporter ça sur un plateau, disons-le. Mais en fait, comment je me sens bénie, tu vois. Enfin, vraiment, je me sens d'une chance. Moi, j'ai une gratitude depuis que je suis ici, de tout ce que je vis tous les jours dans ma vie, incroyable. Tout est beau, un rayon de soleil c'est beau, j'ai des arcs-en-ciel, j'ai tout ce côté-là de la beauté de Tanger, parce que Tanger est magnifique. On a l'océan, on a la mer, on a vraiment un cadre exceptionnel, on a quand même encore de la nature. Et, euh, et en plus de la gratitude de tous ces gens qui, sans que je les connaisse, gravitent autour de moi, de plus ou moins proches, et qui font du bien à ma vie, à mon état d'esprit, à ma confiance aussi envers les gens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu arrives ici, tout le monde te dit méfie-toi de tout le monde, méfie-toi de tout le monde. Et moi, j'ai pas envie d'avoir peur de l'humain. Au contraire, j'ai envie. Des fois, je tombe, hein. Des fois, je me dis oh là là, j'ai fait confiance et puis je me suis fait avoir. C'est rarement arrivé ici depuis que je suis ici, mais dans mon passé. Et en fait, non, je veux croire en l'humain et tous les Marocains que je rencontre là jusqu'à présent me prouvent que j'ai raison de croire encore en l'humain et que c'est important de croire encore en l'humain. Au début de l'interview, je t'ai demandé
où tu en étais il y a 6 mois, un an, et où tu te vois dans 6 mois, un an. Alors, je me vois toujours ici, au Maroc. Alors, certainement plus dans cet appartement, parce que je le quitte en juin. Et, mais je me vois avec beaucoup de bonnes choses et surtout avec les développements qui me tiennent à cœur. La marque que je suis en train de créer, de développer avec tout l'écosystème solidaire que cette marque implique. Donc une marque créée pour les femmes, par des femmes, pour des femmes, avec toute une solidarité d'achat et de redistribution. J'ai envie de faire beaucoup de choses ici. J'ai envie de faire beaucoup de choses avec les ONG, avec les associations, avec les fondations. J'ai envie de contribuer réellement à la solidarité du pays et à supprimer la précarité. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est la précarité menstruelle des femmes ici. Ça me choque qu'au Maroc, seulement 30% des femmes ont accès aux protections hygiéniques. Donc moi, je veux changer ça. Et je suis en train de travailler dur pour ça. Je suis aussi sur LM Retraite et Fiscalité. Et avec toi aussi sur Objectif Maroc, avec toutes ces compétences plus administratives. Et donc franchement, dans un an, je me vois dans une jolie petite maison, toujours je pense vers Tanger, peut-être un peu plus loin de la ville, je sais pas encore parce que je l'aime quand même bien Tanger, tu vois. Et surtout, je me vois hyper épanouie, en fait, parce que c'est ce qui se passe ici, je suis hyper épanouie. Et j'espère que d'ici là, j'aurai convaincu des gens, j'aurai aidé des gens qui aidaient par mon courage, parce que ouais, je suis courageuse, je suis une femme courageuse, je peux le dire, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Qu'un homme ne peut s'asseoir à ma table et me dire que je suis pas courageuse. Et je voudrais qu'il y ait des femmes qui me regardent aujourd'hui cette interview. Je dis des femmes parce qu'on est souvent plus sensible, plus fragile et on a tendance à se mettre des barrières là où on ne doit pas. Et on a tendance à nous mettre des barrières là où il n'y en a pas. Et donc j'aimerais leur dire, mais foncez, foncez les filles, c'est possible. En fait, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. J'ai rien de spécial et je l'ai dit dans la première interview, moi je suis une petite meuf de la campagne. Je viens de la Creuse, les gars. J'ai grandi dans un village de 800 habitants, au fin fond de la Creuse. Je suis là aujourd'hui. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas d'études, j'ai pas le bac. Je me suis formée après, j'ai eu un fils à la place d'avoir le bac. On peut pas tout faire dans la vie en même temps. Mais malgré ce parcours, malgré tout ça, j'ai toujours eu l'envie de vivre pour moi, d'être épanouie dans ma vie et je mets tout en place pour l'être. Et foncez, venez, appelez, prenez un appel déjà, juste prenez un appel, prenez un appel. Et ne serait-ce que pour débrief, où vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller. Et rien que ça, on peut trouver des réponses en 30 minutes qui peuvent changer une vie. Et pour moi, c'est hyper important de passer par là et de vous appuyer sur des expériences, en fait, que ce soit Stéphane, que ce soit moi, que ce soit, on est plein, en fait, à l'avoir fait. Et je pense à Saïda aussi, Madame Babouche. J'ai adoré son interview. Et pour moi, voilà, c'est une femme encore à qui on a dit... moi, je pars du principe qu'on, quand on vous dit que c'est impossible, faites-le. Moi, quand on me dit que c'est impossible, j'essaye de le faire pour dire c'est impossible pour toi, mais c'est pas parce que toi tu le considères impossible pour toi que ça l'est pour moi. Donc si on vous dit c'est quelque chose que vous avez en vous et on vous dit c'est impossible, mais faites-le justement, faites-le. Et tu sais, quand j'ai lancé Entreprendre et vivre au Maroc, les tout premiers jours, je postais un petit peu sur Facebook, tu vois, un peu juste pour la chaîne YouTube. T'as plein de mecs qui me sont tombés dessus en commentaire. Personne ne va jamais payer pour se faire accompagner. Il n'y a pas d'argent dans cette thématique, nanana. Moi, j'étais tellement convaincu que si je fais un truc qui rend service aux autres, forcément, je vais être rétribué pour ça. Et moi, j'ai payé et je suis heureuse d'avoir payé. Ça fait partie, Objectif Maroc, ça fait partie d'un des meilleurs, j'ai pas peur de le dire, d'un des meilleurs investissements de ma vie. Parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui avec toute la sérénité du monde que j'ai pu avoir.
Je dis pas que j'ai pas eu peur. Bien sûr, j'ai lâché ma petite larme quand j'étais dans le bateau et que je voyais la France s'éloigner. Bien sûr qu'à un moment donné, genre 2, 3 jours avant le départ, je me suis dit, t'es sûr de ce que tu fais? Bon, j'avais plus le choix de toute façon que d'être sûr de ce que je faisais, mais quand j'ai dit au revoir à ma mère et que j'ai pleuré et que ma mère elle m'a regardé, elle me dit, tu vas pas pleurer, c'est quand même ta décision. Ouais, ok, merci maman, dédicace maman. Mais faites-le, en fait, c'est le meilleur investissement que j'ai eu dans ma vie. En fait, il faut investir, faut savoir investir en soi-même et, euh, Et c'est valable pour tout. et c'est valable pour tout. Et Sport, nutrition, mental. exactement, exactement. Et plutôt que de vous créer des besoins matériels à vouloir acheter un Thermomix à 1600 balles, Un nouvel iPhone. un nouvel iPhone, achetez-vous des formations, investissez en vous-même et vos projets, en fait. C'est ça pour moi qui est l'investissement le plus rentable que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est d'investir dans vous-même. C'est pas d'investir dans l'immobilier qui vous rapportera de l'argent. C'est pas d'investir dans une société, c'est pas investissez dans vous-même. Et dans des expériences de vie. Exactement. On a oublié aussi de parler du groupe WhatsApp, mais c'est un avantage aussi du fait que bon, il n'y a pas tous les membres, mais il y a une grosse partie des membres qui Ouais. sont dessus. Et on Ça s'entraide crée beaucoup. des rencontres informelles, des échanges. Exactement, ça crée des rencontres informelles, des échanges, et j'espère qu'il y aura une rencontre bien formelle et physique, un de ces quatre, qu'on se rencontre Bah, il y tous a la parce que masterclass. oui, il y a la Vous êtes beaucoup. masterclass. Ben oui, en janvier, on est à la masterclass. Mais il y a D'autres rencontres, ouais. ouais, d'autres rencontres, et il y a cette richesse de se soutenir. On en est tous à des moments différents du parcours aussi. Ouais. Il y a ceux qui sont déjà là, arrivés. Moi, quand je suis arrivée, il y avait des gens qui étaient déjà arrivés depuis 3 mois, 4 mois. Il y a ceux qui sont en passe de venir. Il y a ceux qui se posent encore beaucoup de questions. Il y en a, sera dans 2 ans. Voilà, il y en a à qui on a permis de voir aussi des réalités et que c'était peut-être pas le moment opportun pour eux et qu'il fallait peut-être maturer un peu le projet avant de se lancer selon... En fait, c'est tellement selon chacun. C'est tellement unique. On ne peut pas se calquer. Et c'est pour ça que les informations sur Facebook sont souvent erronées quand on va à la pêche aux informations. C'est que les informations sont faites dans le cadre d'une personne pour sa situation personnelle. Et c'est pas parce que C'est une possibilité. c'est une possibilité. Et je l'ai vu encore, il y en a plein qui m'ont dit ah, mais tu vas à SEPTA pour tamponner ton passeport, mais t'as pas peur que ci, que ça. Non, moi, dans mon cas, ça s'est très bien passé. Je suis rentrée à 14 heures à SEPTA, j'en suis ressortie à 18 heures et j'étais repartie pour 3 mois au Maroc, tu vois. Et pourtant, on m'a fait très peur par rapport à ça. On m'a même dit non, SEPTA, ça ne suffit pas, faut que tu retraverses, que tu ailles à Algeciras, faut que. Foutaise. Beaucoup de bruit sur les réseaux. Et tout le monde veut dire sa vérité. Donc, au lieu de perdre du temps à chercher de l'info qui vous sera certainement pas utile ou qui sera erronée, investissez dans une info sûre. Bon, on fera peut-être une suite, éventuellement. Avec grand plaisir. Je mets tous les liens vers ton Insta. Yes, vers mon Insta, vers ton calendrier d'appel, parce que faut que les gens prennent des appels. C'est important, en fait, juste déjà, un appel, ça coûte rien et ça permet de cadrer. Au lieu de rester avec un rêve, avec une possibilité, aller vers un Et objectif. aussi, le premier appel, on n'a rien à vendre. On écoute la personne, on découvre sa situation, on s'intéresse à Complètement. elle. Et plus tard, si on voit que bah, on peut l'aider via la formation ou l'accompagnement, c'est là qu'on lui propose. Et pour te Mais connaître maintenant un peu, Stéphane, tu vends pas pour vendre. mm, Et enfin voilà, je connais Stéphane, je peux le dire maintenant depuis un an qu'on se côtoie. J'ai compris que Stéphane, il était. Alors, il faut vivre, donc il y a une partie financière, mais il va pas vendre un accompagnement à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce qu'en plus, déjà, ça va lui prendre de la place pour quelqu'un qui en a besoin. On peut pas gérer 10 accompagnements par mois. Mais en plus, c'est pas dans le but de vendre pour vous faire craquer des sous. Non, ça a aucun intérêt. Ouais. ça n'a aucun Mm, intérêt et tu es un humain qui ne se nourrit pas de ça. mm. Je le sais maintenant, je le vois. Tu es un humain qui se nourrit de ce que tu peux apporter à l'autre.
Et si tu peux juste lui prendre son fric sans rien lui apporter, je pense que ça te ferait plus de mal qu'autre chose et tu y réfléchirais la nuit. Vrai ou pas? Bah, si ça tombe tout seul, je sais pas, mais c'est pas dans ma nature, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment ce côté partageur. Et euh, je suis un peu rentré dans l'entrepreneuriat de force, où bah, je m'installe au Maroc. Et qu'est-ce que je fais par rapport à mes compétences? Et c'est venu naturellement à moi d'accompagner les gens. Et c'est pas les gens, c'est une petite partie de mon audience qui accroche à ma personnalité, qui a besoin de ça. Et bah voilà, Ouais, mais je pense c'est un que cadeau. voilà, ouais. T'es d'abord sur l'humain avant d'être sur l'argent. Tu vas t'intéresser à ce que tu vas pouvoir apporter à la personne avant de t'intéresser à ce que tu vas mettre dans ta poche. Bien sûr, si ça tombe, moi aussi, je les prends. Mais on n'est pas là pour plumer des gens qui sont dans une Ouais, c'est situation pas le où moteur. Ouais. c'est pas le moteur. Mm. C'est pas le moteur. Et toi comme moi, on dormirait, je pense, pas très bien la nuit de se dire qu'une personne a investi dans cette formation ou dans cet accompagnement alors que son projet est pas du tout abouti, que tu vois qu'elle va pas aller jusqu'au bout du projet et qu'en plus, ça l'a empêché de remplir son frigo correctement ou de payer son loyer. C'est pas le but final. Ce qu'on fait aussi, avant d'accepter l'accompagnement, on a une visio avec la personne et Omar. C'est seulement après qu'on décide est-ce qu'on la prend ou pas. Parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition, à l'énergétique. Et il y a des gens que j'ai pas envie d'accompagner. Des fois, je suis avec un call, quelqu'un qui t'écoute pas vraiment, qui te pose une question et qui veut pas écouter ta réponse. Tu vois, il y a des gens où ça matche pas du tout. J'aurais aucune affinité de la prendre en accompagnement. Et c'est ce qui fait la richesse de ton accompagnement aussi. Mm. C'est que tu sélectionnes pour donner le meilleur de toi-même. Tu sélectionnes pour être avec des gens avec qui tu sais que tu vas matcher, avec qui tu sais pour qui tu sais que tu vas être une plus-value et avec qui tu sais qu'il y a une compréhension et un retour, Un échange. Ouais. un échange. Mm. Il y a des personnes qui parlent la même langue mais qui ne se comprennent pas quand ils se parlent. Ça arrive très souvent, Bah, tout le temps. tout le temps. Et pourtant, moi, ça m'est arrivé de très bien me comprendre avec des gens qui parlaient absolument pas la même langue. Parce que notre énergie matchait, parce que nos positionnements de regard, de corps, de tout ça, ça match en fait. Et il y a des gens pas du tout. Et c'est tout à ton honneur de les refuser, parce que déjà, tu perdrais du temps, de l'énergie, et parce qu'en plus, tu rends pas service à ces gens-là non plus. Ouais. Donc, bravo. Bah, on se revoit dans 6 mois, un an pour refaire le point si tu veux. Je pense que tu Inch'Allah, auras encore plus avancé. c'est sûr. C'est- Alors tu penses, moi j'en suis convaincue et je sais que tu le sais que j'aurais plus avancé. Ouais. Parce que c'est obligatoire ici. T'as une évolution qui se fait par les rencontres que tu fais, par les projets que tu mets en place qui sont tellement plus faciles à développer ici que ça se fait naturellement, quoi. Donc je serai là dans 6 mois, un an, avec plein de nouvelles choses à raconter. Avec Euh, plaisir. Merci pour ce moment, merci pour ton accueil. Merci à toi. Euh, on va aller manger là. Yes. Découvrir. Moi, j'ai pas encore découvert. Le Mofi, Voilà. on en parle Ouais. vite fait. Un petit dédicace au Mofi, qui est Vas-y. Hein. un petit restaurant qui a ouvert au centre de Tanger, qui change sa carte tous les 3 mois pour l'adapter à la saison et qui est très très sympa. Voilà, c'est un joli endroit et qui s'adapte aussi à toutes les personnes végi, végé, je n'en suis pas, je sais pas comment on appelle trop, mais qui s'y adaptent. Yallah. Yallah. Merci. Merci. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'ici. Si vous êtes toujours là, c'est que l'installation au Maroc est un sujet qui vous intéresse fortement. Donc, je vous mets le lien vers une autre vidéo de notre chaîne qui pourra vous être très utile également.